Si vous suivez la voile de compétition, le nom de Paprec, premier acteur du recyclage en France, vous est forcément familier. Sponsor depuis 2 décennies de marins engagés dans les plus grandes courses, Paprec est désormais aussi partenaire principal de la Solitaire du Figaro et de la Transat en double Concarneau-Saint-Barthélemy, rebaptisée Transat Paprec, une transat qui va se courir en double mixte. L'entreprise n'investit pas dans la voile par hasard, c'est le fruit d'une tradition familiale. Jean-Luc Petit-Huguenin, le fondateur, découvre la voile sur un First 235. Sébastien, son fils aîné, directeur général du groupe, le convertit à la course, fêtant même ses 40 ans en participant à la Solitaire du Figaro en 2018. Mais si Paprec s'affiche aujourd'hui dans la voile de compétition, ce n'est pas qu'à cause de la passion des patrons, c'est aussi parce que les valeurs de la course font écho à celles du groupe, la ténacité, l'humilité, l'adaptabilité. Des qualités indispensables à terre comme en mer. Bonjour, vous écoutez Into the Wind, le podcast des marins qui font des phrases. Into the Wind est produit par Tip & Shaft, le média des professionnels et des passionnés de voile de compétition. Tip & Shaft, ce sont 2 newsletters hebdomadaires en français et en anglais, des podcasts, des événements, des formations ainsi qu'un festival de films et un studio de production de contenu que vous pouvez retrouver sur tipandshaft.com. Je suis Pierre-Yves Lautroux et je vous souhaite la bienvenue dans ce nouvel épisode d'Into the Wind. Un dernier petit mot avant de commencer cet épisode, pour vous rappeler que l'édition 2024 du Sailors Film Festival débute lundi 17 janvier à Lorient avant de partir en tournée dans 24 villes en France. Au programme, des films inédits et exclusifs et sur certaines dates, les marins sur scène. Infos et réservations sur sailorsfilmfestival.com. Bonjour Denis Hugues. Bonjour. Merci beaucoup de nous recevoir pour ce nouvel épisode d'Into the Wind. On est chez toi, à Billiers, donc c'est à l'est de Vannes. Je sais pas si on peut dire ça comme ça. C'est entre Vannes et Nantes, juste à côté de Musillac, pour ceux qui connaissent un tout petit peu la Quatre-Voies. Un tout petit peu la Quatre-Voies, exactement. Et c'est côté mer de la Quatre-Voies. Et voilà, et il y a la mer pas très loin. Merci de me recevoir pour ce nouvel épisode. Est-ce qu'on peut dire que c'est la fin de la saison pour toi? La semaine dernière, il y avait la remise des prix de la Mini Transat. Ah oui, donc le directeur de course, et là c'est la pause, c'est les vacances d'hiver, c'est la saison tranquille. Voilà, pour moi la saison est terminée. Après on prépare un peu la saison de l'année prochaine, mais la remise des prix c'était effectivement le final de la saison 2023. C'est ta combien édition en tant que directeur de course? Je ne sais pas parce que je compte pas. Tu comptes pas. Je crois que c'est la tout le monde me le demande, et je pense que les gens qui me le demandent, ils doivent déjà le savoir, c'est souvent des journalistes, donc c'est à eux de faire, de regarder et de compter. Non, je crois que c'est la 12e, je suis pas sûr, mais je suis pas sûr de moi, j'ai pas compté parce que j'ai du mal avec les intervalles. T'es directeur de course depuis 2001, ça par contre. Exactement. J'ai le chiffre. Et t'en as fait 3 comme organisateur. Exactement. Quelle saveur elle avait cette édition 2023? Est-ce qu'il y a une forme de routine qui s'est installée? Parce que là, elle a été assez tranquille, quoi. 90 bateaux au départ, 3 abandons en proto, aucun en série? Non. Hein? 4 abandons en proto. 4 abandons en proto. C'était assez calme. Oui, enfin, c'était un petit sauvetage quand même. Oui, c'était calme. Oui, on peut le voir comme ça. C'est jamais complètement calme, hein. La particularité des minis, c'est qu'ils n'ont pas de communication longue portée, donc ça peut pas être calme. On est obligé de se poser plein de questions. Mais c'est une des meilleures éditions en termes de réussite, du nombre d'abandons, du peu d'abandons qu'on a eu. Et c'est vrai qu'on peut être assez content de ça. Alors c'est vrai que dès le début de la première étape, on avait vu qu'il y avait un front. Donc moi je travaille beaucoup avec Christian Dumas, que j'apprécie depuis très très longtemps, que j'ai connu quand j'étais jeune, qui était mon skipper sur le Tour de France à la voile. Donc c'est pas tout nouveau. Qui a été invité dans l'épisode Into the Wind il y a déjà plusieurs années. Et il a plein de choses à raconter. Il y a beaucoup de choses à raconter. Et donc on savait qu'il y avait un front qui allait passer. Donc déjà il y avait celui du mercredi, on le savait que ça allait être un peu chaud. Donc on a préféré retarder le départ. Après on a travaillé pendant 2 jours pour voir ce qu'il y avait derrière, et c'était tellement compliqué sur l'Atlantique Nord à ce moment-là qu'il n'y avait pas de visibilité correcte sur la fin de la semaine. Donc on a vu qu'il y avait une petite fenêtre. On s'est dit faut y aller, hein, dès le lundi il faut y aller. On a mis un waypoint assez sud du golfe, donc à une trentaine de milles au nord de Riron, pour justement préserver les coureurs, c'est-à-dire du vent, de la mer. Ils étaient protégés par les côtes espagnoles. Ils étaient assez près des côtes, donc ça leur permettait, si jamais il y avait un peu de grabuge, d'aller se cacher à la Corogne. Dans les ports espagnols, oui.
Oui, moi je pensais vraiment qu'il y aurait des arrêts au stand, entre guillemets. Et finalement, on n'en a pas eu, à part juste le dématage. Ça, c'est quand même un sport mécanique, ce qui peut arriver. Tout le monde est passé dans des conditions un peu musclées, quand même. Ils ont eu jusqu'à 35, voire des rafales à 40. Ce qui est beaucoup, Mini. Ah oui, ce qui est beaucoup, c'est des bateaux de 6 mètres 50 au près, avec de la mer de 3 mètres 50. Donc, j'ai été vraiment très, très agréablement surpris, quoi. C'est quoi? C'est le niveau de préparation de flotte qui monte? C'est les effets de génération? L'information qui circule de manière plus fluide qu'avant, comment tu l'expliques? Je pense que le niveau de préparation monte beaucoup, que les coureurs n'hésitent pas à faire pas mal de courses avant saison, qu'il y a eu aussi, je dirais presque l'effet mini en mai, où il y a eu 52% d'abandon. Ils voulaient pas se retrouver dans les abandons. Il y en avait qui abandonné en les mini en mai, qui l'ont regretté après. Donc ils savaient, on leur avait dit, moi j'ai joué la transparence depuis 2 jours avant, que ça allait possiblement être musclé. Donc ils s'y attendaient, ils n'ont pas été pris à froid. C'est parti dans des conditions pas trop mauvaises, donc ils ont eu le temps de s'amariner. Parce que souvent les coureurs pendant les 2 premiers jours sont un peu patraques. Il y a la tension, l'émotion. Tout le monde peut avoir le mal de mer. Il n'y a pas de honte à ça. Et donc ça s'est plutôt bien passé. Et je pense qu'ils connaissaient bien leur bateau, ils connaissaient bien leurs limites. Il y en a qui ont préféré vraiment aller à la côte, vraiment coller à la côte. Donc du coup, ils avaient beaucoup moins de vent. Et d'autres qui ont préféré faire le grand tour en laissant le DST, donc le dispositif de séparation de trafic, et passer dans l'ouest du DST pour aller chercher davantage de pression. Ils en avaient. Donc chacun a pu faire sa navigation comme il le sentait. Et puis après, ça a tactiqué beaucoup le long du Portugal, quoi. Ouais, ça naviguait assez propre. Il y a eu pas mal de surprises à l'arrivée de la première étape avec des podiums auxquels on s'attendait moyennement. On sait aussi que aujourd'hui dans le monde mini, il y a une pression très très forte sur les organisateurs parce qu'il y a beaucoup de candidats à la mini. Quand je dis organisateurs, c'est ceux de toutes les courses et de tout le circuit. Est-ce que cette pression-là, elle fait aussi que le niveau de la flotte, il monte? C'est-à-dire, ils sont très motivés, ils se préparent beaucoup, ils doivent beaucoup naviguer, accumuler des milles pour se qualifier. Est-ce que ça joue aussi un petit peu sur le niveau Je pense que ça joue, mais la pression, elle n'est pas au résultat des courses antérieures. Elle est sur la préparation, le capacité à finir. Donc, par contre, il faut finir pour que les courses avant soient qualificatives. Donc, ça joue sur la préparation des courses avant. Donc, obligatoirement, sur la mini transat. Mais c'est vrai que pour l'instant, on n'en est pas à faire les 10 premiers de chaque course sont qualifiés. Je pense que là, justement, l'intérêt énorme de la mini, c'est c'est une course qui est ouverte à tout le monde. Il y a des futurs professionnels, il y a des semi-professionnels. Et il y a pas mal d'amateurs éclairés. Et je crois qu'il faut garder ça. C'est ça qui est important, c'est ce melting pot de toutes les personnes, quoi. Alors ce que vous entendez, c'est le chien de la maison. qui est chez lui et qui vit sa vie. Il y a pas de problème. Denis, l'autre truc qui m'a moi un petit peu marqué, en parlant de perf, c'est qu'aujourd'hui un mini, et en l'occurrence un mini de série, est capable de dépasser les 300 000 en 24 heures. Donc c'est la perf du Duc de Prémar, qui a accroché le record des 24 heures, 317,25 000. Ouais, c'est ça, ouais. Donc il l'établit du coup en série et en proto, oui, au scratch. Ça aussi, c'est un signe du progrès à la fois des coureurs, du matériel, de l'évolution architecturale surtout. Là, on voit que en l'occurrence, c'est sur un maxi, donc des plans David Raison. On voit que ce sont des bateaux des SCO. On voit que ce sont des bateaux très très rapides. Se pose la question, est-ce que ce sont encore des bateaux de série? Parce que pour moi ça devient presque des prototypes déguisés, pour divorcer avec sa copine, c'est le meilleur moyen en un week-end de prendre un SCO et de l'emmener en un week-end. C'est des bateaux qui sont pas vivables, pas plus que les prototypes, sauf qu'ils ont un peu plus de place parce qu'ils n'ont pas de quille pivotante, ils n'ont pas de dérive. Mais je pense que là on est arrivé à la limite de ce que doit être un bateau de série. On a vu cette dérive déjà arriver un peu avec le Pogo 2, que tu connais bien. Après avec le Nasira, et là on est passé avec le Pogo 3 et le Maxi dans une autre dimension, avec des bateaux qui sont surpuissants. Alors quand on en parle aux architectes, notamment David Raison, ils vont trop vite avec. On peut pas demander à un coureur d'aller moins vite. C'est comme un pilote de Formule 1, on lui dit tu dépasses pas 250 dans la ligne droite, c'est pas possible. Donc après c'est aux architectes et aux constructeurs de faire des bateaux plus solides. Et donc c'est des bateaux qui ont rencontré pas mal de problèmes de jeunesse, moins le Pogo 3 que le Maxi, mais tout le monde le sait ça, avec des délaminations. Et si on prend le cas de Duc de Prémar, il a battu son record et son record s'est arrêté parce que le bateau a commencé à se délaminer sur tout l'avant. Donc effectivement, on peut les pousser très loin
mais pas forcément très longtemps. D'accord. Et l'arrivée aux Antilles, comme d'habitude, on a vu les images qui étaient toujours très très sympas. Et c'est moi ce qui me frappe. Tu l'as dit, j'ai participé il y a 22 ans, comme ça. Hein. Oui, ça fait déjà un petit moment Ouais, que je te connais. Hein. Exactement. Et moi, ce qui me frappe beaucoup, et là, t'es vraiment t'en es un témoin, quoi. C'est que c'est toujours la même histoire, et que malgré les années qui passent, malgré les générations de coureurs qui passent, malgré les gens qui changent, malgré la société qui évolue, il y a une forme de permanence dans la mini transat qui est fascinante, quoi. Ça, c'est génial. Et ça, et comment, en fait, c'est une institution, quoi. L'institution ne bouge pas. Ceux qui la font vivre changent, évoluent, mais elle continue à fonctionner. Est-ce que tu as une explication? Non, j'ai pas d'explication particulière. À part constater comme moi. Oui, je constate et je suis très content de ça d'ailleurs. Hein, et justement, c'est ça qui me motive. Hein, j'ai toujours dit que ce qui me motivait dans la mini transat, c'était de voir la banane des marins et des marines à l'arrivée. Hein, il y en a qui courent pour le résultat, donc il y a des déçus toujours, et puis il y en a qui courent pour avoir fait la mini. Il y a très longtemps, on disait pas Stamini d'abord, hein, et ça, je pense que ça reste toujours. Même ceux qui sont très loin au classement, ils ont fait la mini transat, c'est-à-dire une course en solitaire, sans assistance extérieure et sans moyens de communication en longue portée. Parce que maintenant, quand on voit sur les plus gros bateaux, les classes 40, voire même les Figaro, hein, ils communiquent comme ils veulent. En IMOCA, ils ont tendance à faire plus de bureaux que de manœuvres. Là, en mini, ceux qui font moins de barres que d'autres, à un bout d'un moment, ils vont tomber en panne en blackout, hein, parce qu'ils vont tomber en panne d'énergie. Et c'est des bateaux qu'il faut barrer parce que si on n'est pas trop bête et qu'on sait à peu près barrer un bateau, on va plus vite que sous pilote. Même si les pilotes ont fait beaucoup de progrès. Maintenant, une centrale de pilote pour un mini, c'est la même que pour un IMOCA. Hein. Donc, ça vaut 18 000 €, quoi. Donc, effectivement, les prix vont quand même un peu plus cher, quoi. Qu'est-ce que t'as vu changer, toi, au fil des années? Toi qui en fait, pour le coup, toi, t'es toujours là. T'es le meilleur observateur de ça. Non, mais il y a pas beaucoup de gens qui sont encore là, 20 ans après. Qu'est-ce que tu la préparation, hein. Déjà le premier truc c'est la préparation. Avant il y avait pas les centres d'entraînement, il y avait pas tout ça. Non, donc avant c'était des fois la misère sur le ponton, on disait mais comment il va partir, dans quel état le bateau il va être, comment on va le récupérer, on les convoquait au bureau au PC course et ils disaient t'as pas ça, il y avait pas les cartes, il y avait n'importe quoi, ils se refilaient des trucs entre eux. Ce que j'ai connu moi en tant que coureur. Là maintenant ça c'est fini. On leur dit faut ça, ils arrivent pratiquement avec tout. Alors c'est vrai qu'on les aide davantage, où on leur fait un listing de tout ce qu'il faut avoir, qu'on leur envoie suffisamment à l'avance. Et donc ça c'est valable pour toute la préparation, pour la météo aussi, on travaille beaucoup en amont avec Christian pour faire les zones météo, parce que les zones météo sur la deuxième étape sont très très larges. Donc on a resserré toutes les zones, on leur a mis des noms à nous, qui sont pas du tout des noms de la météo internationale, mais qui correspondent bien aux coureurs, parce que c'est principalement les vainqueurs des mini précédentes. Ah oui. Plus ça va, plus il y a de zones. Donc là, il y a une zone. Du coup, j'ai pas de en tête. Il y a une zone Leroy, il y a une zone. Oui. Alors au début, on a mis des historiques et puis progressivement, les historiques. Du coup, les gens ils doivent pas connaître les anciens. Non, ils connaissent pas et donc il y a une zone Parlier. Enfin, il y a tous les vainqueurs de la mini ont leur zone. Voilà. Alors, ce qu'il faut peut-être expliquer, c'est que la seule source de météo que les coureurs peuvent avoir, c'est la BLU. Ce qui n'est plus une BLU maintenant. Non, c'est vrai qu'on appelle ça encore ça. On a tendance à appeler la BLU. Toi, t'as connu la BLU, il fallait reconnaître le morceau de musique. Voilà. Là maintenant, si t'écoutes RFI en France, en onde courte, t'as exactement la même qualité en bateau. Voilà, donc ça a beaucoup progressé. Mais c'est toujours toi qui donne le bulletin? On est deux, je travaille avec Annabelle sur la mini, qui est Annabelle Messager, qui est l'autre permanente de la mini en fait. Vous êtes oui, deux. Mais là elle prend des congés sabbatiques de la classe mini et là elle est directrice de course adjointe. Maintenant elle est directrice de course affiliée à la Fédération française de voile. Ça j'y tenais, je trouvais que c'était important pour elle aussi. Et donc elle a fait la météo en anglais parce que même l'anglais c'est pas forcément ma langue préférée. Moi je fais la météo en français et après on fait les classements. Donc c'est les seules informations, on va le redire aux gens qui connaissent pas forcément très bien, c'est les seules informations météo que reçoivent les coureurs. Après ils peuvent interroger les cargos, ils peuvent interroger, mais ils ont pas d'autres infos que le bulletin, quoi. Mais ils n'ont pas d'autres moyens que ou cette radio là.
ou alors la VHF. La VHF sur un Mini, ça a une portée de, on va dire, 10 km, 15 km, pas plus, quoi. Donc ils sont obligés de se servir de... Ce qui était assez rigolo, c'est qu'il y en a qui ont pris des gros appareils qui étaient des BLU et compagnie, et d'autres qui ont acheté des petits appareils à 30 € des Chinois, et ça marchait mieux avec l'appareil chinois. C'est ça qui m'amuse. Je suis pas pro-chinois, c'est pas la question. C'est que faut pas forcément dépenser des fortunes, quoi. Ouais. Alors donc ils sont mieux préparés mieux préparés globalement. Ils ont une meilleure culture météo aussi. Ils ont souvent appris dans les centres. Ils font beaucoup de stages d'entraînement dans les centres. Hein. Il y en a 5 ou 6 maintenant des centres d'entraînement, hein, sur toute la façade atlantique. Et donc effectivement ils apprennent la météo, ils prennent des cours de météo. Ils lisent le Bernaud par cœur. Pas encore le Maillançon, mais c'est un peu plus compliqué. C'est pour les plus anciens, ça. Pour les plus anciens. C'est un gros manuel de météo. Pas forcément marine d'ailleurs. Et ce sont beaucoup des régatiers. Donc ils savent régler un bateau et après ils découvrent le large. Donc c'est un peu l'apprentissage de la course au large. Hein. La Mini, ça l'a toujours été. Hein. Et ça, quand j'ai préparé cet épisode, à plusieurs reprises, t'as dit avant la Mini c'était une course de convoyeurs. Et maintenant c'est une course d'ingénieurs. Oui. C'est ça ton mantra pour expliquer l'évolution, quoi. Hein. Oui, parce que si tu veux, on se retrouve notamment au début à Lorient, on se retrouvait avec des ingénieurs parisiens. J'ai rien contre les ingénieurs. Hein. S'ils n'avaient pas été là, on pourrait pas allumer la lumière. Hein. Donc on se retrouvait avec des ingénieurs parisiens. Il y avait une société qui leur proposait de mettre le bateau à l'eau le vendredi soir et de le récupérer le dimanche. Donc ils avaient rien à faire. Ils prenaient le train, ils faisaient Paris-Lorient. Et ça m'a toujours un peu au départ un peu choqué, plus maintenant, mais parce que en fait ils s'investissaient pas assez, je trouvais, dans leur passion entre guillemets, quoi. Et donc ils regardaient la météo. Et le jeudi, ils appelaient la société, vu qu'il y avait une bonne météo. Ils disaient, bon, je viens, vous mettez le bateau à l'eau vendredi, et le dimanche soir, ils laissaient en plan au bas de la grue et ils reprenaient le train. Je trouve que dans la voile, c'est quand même quelque chose de passionnel. Donc si on met pas un peu de passion dans la voile, je trouve ça un peu c'est pas qu'un truc de consommateur, quoi. Ouais. Et ça, t'as vu cette évolution-là de gens qui viennent un peu plus consommer que de gens parce qu'après il faut quand même des niveaux d'engagement, oui, même quand on est consommateur. Là, ça se rééquilibre. Franchement, au début, j'ai vu ça vraiment, ça m'a un peu choqué. Quand je disais convoyeur, c'était pas quelque chose de péjoratif non plus. C'était qu'en fait, pendant longtemps, les gens faisaient traverser leur bateau aux Antilles par des convoyeurs où ils devaient rien casser, rien toucher, pas envoyer le spi, pas servir de la vaisselle, et que c'était des marins. Ils disaient, je vais construire mon bateau dans mon garage et je vais faire la Mini avec mon bateau. C'était ça que je disais, que je voulais dire. Et là maintenant, quand même, les ingénieurs, entre guillemets, ils s'investissent davantage, ils discutent entre eux. Comme ils font partie des centres d'entraînement, il y a beaucoup de liens entre les gens qui sont dans les mêmes centres d'entraînement. Et moi j'ai discuté avec pas mal d'entraîneurs aussi, et on voit quand même que ça a progressé, quoi. Il y a des entraîneurs. Avant il y avait pas d'entraîneur, quoi. Oui, ça c'est quand même un truc assez. Tanguy, ça fait longtemps qu'il fait ça, quoi. Ouais, ça fait longtemps qu'il fait ça, mais je veux dire, parce que quand on va faire notre flashback, on va partir assez loin en arrière. Tu connais ce monde-là depuis bien plus longtemps que toutes les éditions que tu as fait en tant que directeur de course. C'est aussi ça qui est frappant aussi, quand même, c'est la capacité que l'information a aujourd'hui à circuler, c'est-à-dire qu'ils partagent beaucoup plus les infos, elle est accessible aujourd'hui. Trouver je vais raconter juste une petite anecdote, mais j'étais dans un centre d'entraînement à Lorient au tout début avec Tanguy Le Glatin, et on avait écrit des réglages de pilote avec tous les paramètres qui existent dans le pilote NKE. Et aujourd'hui encore, j'ai vu des gens soit me le réclamer, soit utiliser encore ce truc-là. Et alors que à l'époque il fallait l'écrire, et maintenant tout ça circule. Il y a des tutos sur internet. Oui, ça circule beaucoup chez les Mini. En réseaux sociaux, ils sont très très forts. C'est des geeks. Il y a de tout. C'est incroyable la vitesse à laquelle ça va. Moi, je voyais sur la course, il y avait au moins 10 WhatsApp de coureurs différents pour des choses différentes, entre les réglages de ça, les restaurants, les machins, les fêtes, ça. Il y en a toujours un ou deux qui se débrouillent bien pour trouver les bons plans pour faire la fête. Ça reste quand même des gens qui ont envie de faire la fête entre eux, mais aussi en partager avec les autres. C'est une communauté. Est-ce qu'il y a d'autres caractéristiques majeures comme ça qui ont beaucoup évolué depuis que tu les suis? Moi, j'ai eu l'impression, longtemps on a dit que c'était une course de jeunes, c'était pas vrai, C'était plutôt une course largement de post-trentenaire, voire de quadra. Ouais, tout à fait, ouais. J'ai un peu l'impression que ça rajeunit, là. C'est plutôt des jeunes diplômés après quelques années de travail qui s'y mettent. Ça rajeunit un peu plus, effectivement, par rapport à il y a 6-7 ans, là. Effectivement, là, on trouve plutôt pas mal de gens entre 28 et 35. Pendant un moment, on avait plutôt des quarantenaires, quoi. Et est-ce qu'ils sont toujours sympas?
Est-ce que À 90%, oui, ils sont toujours sympas. Alors après, moi, je suis mal placé pour dire qu'ils sont pas sympas parce qu'en tant que directeur de course, ils vont pas te pourrir. voilà, ils peuvent pas me pourrir. Donc, sinon, je sais comment leur répondre. Ça fait partie de mes rares qualités, c'est d'avoir un sens de la répartie. Donc non, et puis ils voient bien qu'on est là pour eux quand même, hein, soyons clairs. Hein, c'est quand même les coureurs qui font la course, et ça, faut jamais l'oublier. Hein, alors effectivement, c'est toujours blessant d'être obligé d'en laisser sur le ponton, parce que après il y a un moment donné où les coureurs disent mais pourquoi on n'en prend pas 100, 110, 120, 130, 140, 150. D'abord, il n'y a pas de concours au nombre. Ça, moi, je laisse ça à Carrefour, à Leclerc et compagnie. Je préfère avoir que 90 bateaux. Nous sommes que 2 à la direction de course, donc 90 bateaux pour 2 personnes, c'est déjà énorme. Plus les 7 bateaux accompagnateurs qu'il faut gérer. Et il y a un moment donné, mes organisateurs m'ont dit pourquoi on n'en met pas 100. Moi, j'aurais dit ok, on en met 100, mais on est 3. Ah oui, mais là, les budgets sont pas les mêmes. Et les budgets mini, ça n'a rien à voir avec un budget Vendée Globe, rien à voir avec un budget même la base et compagnie, le retour à la base. On est quand même dans une toute petite échelle. On arrive à faire courir 90 bateaux avec très peu d'argent, même si ça a énormément augmenté par rapport à il y a 30 ans. Hein. On arrive quand même à faire ça, et je pense qu'il faut le préserver, quoi. On va rappeler, en Vendée Globe, je crois qu'il y a la direction de course. Ils sont 5, voilà. Hein, ils sont 5, avec des quarts, de jour, de nuit, etc. Mais sur une mini, les bateaux, ils courent la nuit aussi, hein, donc il y aurait largement de quoi occuper une direction de course plus importante, quoi. Ah oui, on pourrait facilement être 5, sans problème. Ça serait plus confortable, mais ça serait beaucoup plus cher. Un petit dernier mot avant qu'on fasse le flashback sur l'une des pierres angulaires du minisme. J'aime bien dire le minisme, comme il y a le figarisme, hein. C'est pas des religions, mais c'est peut-être presque des partis politiques, quoi. C'est une secte. C'est une secte, voilà. C'est vraiment ouverte au fur et à mesure. Anne Mirdel avait donné une bonne définition, c'est la famille. Voilà. Au sens large du terme. Oui. Il y a ce côté coupé du monde qui est structurant, en fait, hein. Régulièrement, il y en a toujours un ou deux qui arrivent à faire remonter sur l'eau de la pile le fait qu'il faut qu'on ait le téléphone par satellite. Enfin, là, je dis on encore. Faut qu'il y ait le téléphone par satellite. Oui, mais t'en fais partie. Ouais. C'est normal. Ouais, mais du coup, comment t'expliques que ça soit justement je sais pas si c'est la poutre faîtière ou la pierre angulaire ou vraiment quelque chose qui structure cette pratique-là du bateau à une époque où on est dans l'ultra connexion. Je crois que ça te marque à vie. La preuve, hein, t'en as une preuve, parce que t'es vraiment tout seul sur ton bateau, t'as obligatoirement des galères. Tu prends pas le départ. Quand t'es au départ, t'es au maximum du potentiel du bateau, et ça va se dégrader au fur et à mesure. Donc il faut gérer les crises, la grosse crise, et tu peux pleurer, tu peux crier, tu peux appeler à la VHF. Et ben il se passe rien, parce qu'en général t'es trop loin des petits copains, et donc il faut que t'apprennes à te débrouiller tout seul. Et on voit quelque part, c'est une forme de satisfaction. On voit sur des bateaux plus gros, des anciens ministres. Si on prend l'exemple du dernier Vendée Globe, par contre, tu vois, il y en avait 19 d'anciens de la mini. Et ben, quelque part, ils savent se débrouiller aussi un peu tout seuls. Ils sont pas là à appeler forcément tout de suite à terre. Qu'est-ce que je fais? Comment je redémarre le moteur? Tu vois, donc c'est une très bonne école. Et quelque part, quand t'as fini ta course, t'as été tout seul. T'as eu des moments vraiment très très durs, où t'as pleuré, où t'étais le moral au fond des bottes, et que t'arrives, tu te dis mais finalement je l'ai fait, quoi. Et je l'ai fait tout seul. Alors t'as eu plein de coups de main avant pour t'aider à partir, aussi bien financiers que des coups de main de copains qui sont venus bricoler sur le bateau, mais au moment du départ, t'es tout seul jusqu'à l'arrivée. Et puis il y a la dimension introspection, quoi, qui est unique. Enfin, il y a peu d'épreuves sportives, y compris en bateau, quoi, où il y a cette dimension. Maintenant, il y a la Golden Globe, quoi, mais où il y a pas cette dimension. Mais la Golden Globe, ils ont un iridium. Ah oui, mais ils ont pas le droit de s'en servir, c'est que pour la sécu, je crois qu'ils peuvent pas appeler. Oui. C'est tout à fait la même chose, quoi. Enfin, bref, il y a cette dimension introspection qui est fondamentale, quoi. Je pense. Qui dépasse l'enjeu sportif, quoi, c'est ça que je veux dire. Ah complètement. Je pense que c'est une aventure humaine. Hein. Ouais. Après, c'est un sport aussi, mais c'est une aventure humaine. Après, c'est les marins qui ont inventé la course au large. Hein. C'est pas la Fédération française de voile. Hein. Soyons clairs là-dessus, quoi. Et c'est même pas les marins de régatier. C'est avant tout pour le commerce. Hein. La route du thé, c'est le premier bateau qui arrivait avec du thé à Londres. Il le vendait 10 fois plus cher que le dernier, quoi. Voilà. C'est une question de pognon. Hein. Et tu vois les coureurs changer entre le départ d'une mini et l'arrivée d'une mini, à part l'aspect physique, quoi.
Est-ce que parce que par exemple, pour reparler de ce côté pas de contact avec l'extérieur, chaque édition, chaque année, il y a tout le temps il y en a un qui remet ça sur le tapis en disant oui mais moi j'ai des sponsors, j'ai besoin de communiquer, etc. Mais même eux à l'arrivée, ils sont contents de pas avoir communiqué. Et donc est-ce que toi t'en vois qui changent comme ça? Moi j'ai pas eu cette réflexion d'aucun coureur en faisant cette réflexion que je dis. Moi j'ai des sponsors, il faut que je communique, parce que si on fait cette réflexion là, mais il y a plein d'autres séries où tu peux t'engager et tu peux communiquer. Ouais. Donc pour moi c'est un non-sens quoi. Quand tu t'engages sur une course comme la Mini Transat, tu sais que c'est une course sans assistance extérieure. Voilà. Et sans communication extérieure. Donc je crois que la classe Mini est une classe très forte, qui gère très très bien ça. Il y a beaucoup de classes qui regardent un peu ce qui se fait sur la classe Mini. Même pour l'IMOCA, ils ont regardé un peu les 1000 et compagnie. 1000 de qualif, ouais. Voilà, donc si tu veux, elle est quelque part, elle a du mal à se placer par rapport à la fédération parce que les bateaux sont trop petits, parce que je pense que la fédération va falloir qu'elle prenne quand même conscience que c'est l'école du large. Maintenant, il n'y a plus le Tour de France à la voile, ce que mettait la fédération au effort, en forme des marins. Là, c'est la Mini qui forme des marins maintenant. Ouais, parce que la dernière fois qu'on a évoqué le fait d'avoir un téléphone à bord, c'était sous la pression de la Fédération française de voile. Mais il y a eu aussi, enfin moi, à mon époque, il y avait des gars qui disaient mais c'est pas possible, c'est impossible de trouver des sponsors si on n'a pas la communication. Mais bon, à chaque fois, même eux, quand ils finissent par se confronter à ça, ils reviennent convaincus, quoi. Il y a quand même une évolution fondamentale qui est due notamment au RSO, hein. C'est que les concurrents sont obligés d'avoir deux balises Yellow Brick et une avec des messages précodés qui va uniquement à la direction de course. Donc si jamais il y a un gros problème, nous on est au courant, le concurrent nous indique qu'il a dématé, problème médical, qu'il veut arrêter, qu'il en a marre. Il y a 4 messages précodés. Et nous on peut faire intervenir les bateaux accompagnateurs. Donc en sécurité, on a augmenté énormément la sécurité. Et je pense que là, on n'est quand même pas... je pense que ça suffit, quoi. Très bien. Alors on va continuer à parler. Il faut pas dénaturer cette course, c'est une course tellement géniale. Bien sûr. Et quand on voit les concurrents comment ils se jettent dans les bras les uns des autres. Alors à Saint-François c'est un peu compliqué parce qu'on peut pas trop se mettre dans l'eau sinon on attrape un staphylocoque. Mais donc il y en a que 2 qui sont jetés à l'eau, c'est un peu dommage. Hein. Après au Brésil on jetait à l'eau alors que on était dans les égouts. On était quand même dans les Salvador de Bahia. Donc quand on voit comment ils jettent dans les bras, comment ils sont copains, quel bonheur, quoi. Quel bonheur. Juste un dernier mot là-dessus, on est quand même des vrais privilégiés, quoi. Ouais. Là, en ce moment, en Israël, la bande de Gaza, ça se tape dessus. En Ukraine, en Russie, ça se tape dessus. En Afrique, ça se tape dessus. Et nous, on fait les pimpins sur l'Atlantique et on va se plaindre. Là, j'ai du mal à comprendre ça. Alors, on va continuer à en parler. On va continuer à parler de ce bonheur-là. On va faire le flashback habituel dans Into the Wind. Alors, on va repartir. Je vais vous dire, on a commencé, il me dit moi j'ai pas grand chose à raconter. Vous allez voir s'il a pas grand chose à raconter. On va faire un flashback, on va repartir à Paris, où t'es. Moi, je suis parisien. T'es parisien, t'es né dans le 14e arrondissement, où j'ai longtemps vécu. Où ça? J'ai habité rue Daguerre, et puis ensuite j'ai habité rue de la Tombissoire. Ah ouais, d'accord. Voilà. Ok. Moi j'ai habité rue d'Alésia. Ah bah voilà. Rue Vercingétorix quand j'étais petit. Très bien. Voilà, ça c'était un aparté d'anciens parisiens. Voilà, exactement. Dans quel milieu tu nais? Comment la connexion avec la voile se fait? C'est quoi les premières années du jeune Lille? Alors je vais préciser, t'as 65 ans aujourd'hui, donc si on fait un flashback, on est dans les années 60, au début des années 60. Oui, moi j'ai beaucoup aimé mai 68 parce que ma mère était étudiante. Et du coup, j'avais pas d'école et j'allais à la faculté de la Sorbonne avec elle voir les AG. J'avais 10 ans et je trouvais ça très 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 bien. C'est un bon début. Donc ça m'a plu beaucoup. J'ai toujours été un enfant assez indépendant. Après, ma mère était prof, mon père était cadre supérieur. Bon, je suis pas du tout je suis plutôt un duquesnois. Mon père déteste que je dise ça, mais un groseille. Il était cadre supérieur dans une maison d'édition catholique, donc d'accord. On n'avait pas le droit de dire pif gadget. Hein. Et moi j'étais un passionné de sport mécanique, de moto. Donc je me suis mis dès l'âge de 16 ans, qu'à l'époque on pouvait passer le permis à 16 ans, enfin la licence 1 à 16 ans. Donc je me suis mis à faire de la moto, et puis j'ai voulu m'inscrire à des courses. Donc j'ai commencé mes courses sur une 125. Après je suis passé sur d'autres plus grosses quand j'ai eu 18 ans. Et là, il y a un atavisme familial ou ça non, mon père, il était complètement contre, il voulait pas me donner un rond pour ça, il trouvait que c'était dangereux, mais
Ils nous laissaient faire. On avait une liberté incroyable, quoi. La porte de la maison a toujours été ouverte pour tous les copains qui venaient. Ma mère était nulle en cuisine. Mais nullissime, hein, même la purée moussine, elle pouvait la rater. Mais par contre, quand j'avais 5 copains, elle disait, mais qui c'est qui reste manger? Elle appelait les parents, donc c'était vraiment, j'ai été élevé comme ça, moi, hein, c'est quelque chose d'incroyable, quoi. C'est le respect des autres, le partage. La table, c'était vraiment un endroit de partage où on discutait, on n'était jamais d'accord, évidemment, mais au moins il y avait de la discussion. Donc c'était les années 70 aussi, donc, voilà. Les années du débat, voilà, exactement. Et puis donc du coup j'ai commencé à faire de la moto. J'ai travaillé pour payer mes saisons de moto, donc je travaillais au puce le samedi, dimanche, lundi. Et puis tu vendais des fringues, quoi. Ouais, dans ce qu'on appelait les bouclards au puce de Saint-Ouen. Et puis au gros désespoir de mes parents d'ailleurs. Hein, et puis arrivé 20 ans, paf, accident. Donc je me suis retrouvé à 20 ans. J'ai eu 20 ans à l'hôpital. Un accident de moto. Un accident de moto, ouais. J'ai fait en Corse une cascade. Non, pas du tout. Hein, une cascade entre une voiture et ma moto devant l'hôpital de la Porte de Garches. Donc au moins j'ai économisé les frais d'ambulance. Ah oui. Alors faut expliquer parce que Garches c'est l'hôpital Garches. Justement des accidentés, voilà, des accidentés de la route. De la région parisienne. Ouais. Voilà, d'accord. Donc voilà. Et après. C'est là que tu deviens paraplégique. Voilà. Je retrouve. À 20 ans. Donc j'ai passé 3 semaines un peu dans le coma, en réa et compagnie, donc un peu compliqué. Et puis après on se demande ce qu'on va faire, quoi. Donc c'était pas simple de rebondir. Je pense que à cette période-là, je suis sûr que j'aurais préféré ne pas m'en réveiller, quoi. Ah oui. Oui. Pour moi, la vie était finie. Hein. Bon, en même temps, à 20 ans, c'est pas évident, quoi. Ben voilà, à 20 ans, on n'a plus ses jambes, c'est compliqué, c'est très Donc là, compliqué. on est au milieu des années 80, au début des années 80. Ouais, ça m'est arrivé en 78. 78, à la fin des années 70, d'accord. Donc du coup, j'avais fini la moto. La moto c'était terminé, hein. Là, c'était un peu compliqué, quoi. Non, mais après, il y a des sidecars, il y a des trucs comme ça. J'ai eu, bien après. Et donc du coup, j'ai essayé de me reconstruire entre guillemets, quoi. Donc ça a été un peu long. J'ai fait ma rééducation dans les boîtes de nuit parisiennes. Je pesais beaucoup moins lourd, hein. Je faisais 40 kilos de moins, donc mes copains ils me portaient sur leur dos facilement. Le gibus, il y a plein de. Donc voilà, et progressivement, j'ai commencé par monter une première boîte avec 2 amis une boutique de fringues à Paris. D'accord. Dans le 14e, toujours, c'était mon quartier, qui s'appelait Kénotron. On vendait de la mode attractive. Comme on avait travaillé au puces, on avait des liens avec les vendeurs des puces, les friperies, donc on choisissait les fripes qu'on vendait et compagnie. Bon, là, on a perdu de l'argent. On était de ce quartier-là. Le début de ta carrière, c'est vendeur de fringues, en fait. Ouais, ce quartier-là était un squat, en fait, hein, était complètement, maintenant, ils ont tout refait, mais, donc l'immeuble était théoriquement condamné, finalement, ils l'ont pas rasé, mais enfin bon. Et après, j'ai monté, avec une autre personne, une société de coursiers à Paris. Ça se faisait beaucoup à l'époque. On est monté jusqu'à 40 salariés, hein. Donc, là, c'était de la gestion de personnel, hein, parce que les coursiers à Paris, c'était quand même une population un peu différente. Et puis, progressivement, j'avais mon ami d'enfance qui construisait un bateau à Nice, en Méditerranée, un bateau en acier, un plan Soubrero. Alors qui lui était dans le trip tour du mondiste, autoconstruction, loisirs nautiques, quoi. Voilà, exactement. C'était exactement ça. Construction amateur. Pour les plus jeunes qui nous écoutent, voilà, c'était le grand magazine de la construction amateur. Exactement. C'était le magazine, voilà, où il y avait des bateaux en ferro-ciment, des bateaux en CP et des bateaux en acier, en aluminium. C'était pas vraiment de la construction amateur parce que tu passais par un professionnel pour souder la coque. Mais enfin bon, il y en avait aussi, hein. Et il y avait des chantiers que de ça. Et donc ça c'est ton point de contact, c'est ton premier point de contact avec l'univers en maritime. Alors mon premier point de contact avec l'univers maritime, j'avais 17 ans, j'étais avec quelqu'un dans le bassin d'Arcachon qui m'a emmené en dériveur et qui me faisait parer à virer, qui me mettait la bombe dans la figure à chaque fois. Je me rappelle plus à quel modèle de bateau c'était. C'était un dériveur. Au bout d'un moment, ça m'a énervé. Bon, je suis 1m85, donc je me suis levé, j'ai dit tu me fais chier. J'ai poussé la bombe, on a dessalé, on est resté 30 minutes dans l'eau. Et quand j'ai touché terre, j'ai dit bon, ça c'est plus pour moi, quoi. Voilà. Comme quoi, il faut jamais dire jamais. Voilà. Et donc comme mon copain me disait on pourrait faire un tour ensemble et compagnie, que moi je connaissais pas franchement le bateau, hein. Donc je me suis inscrit au Glénan. D'accord. Ça va vite quand même. C'était entre
Entre le copain qui te dit on pourra aller faire un tour et l'inscription au Glénan. Ouais, parce que le bateau était pas fini, loin de là. Et donc du coup, je me suis inscrit au Glénan, sans leur dire que j'étais en fauteuil. Ouais. Donc c'était à Marseillan, donc il fallait traverser à l'Apram le canal du leur base Midi. dans le sud, hein, c'est ça. Ouais, sur le canal du Midi, dans les temps de taux. Et puis voilà, j'ai commencé comme ça, quoi. Ils ont dit quoi quand ils vont ça s'est très bien passé. Les stagiaires avec les stagiaires aussi, c'était une bonne, je me rappelle bien encore, on faisait une semaine de mentor, donc on devait faire du camping nautique, mais comme on était à la première semaine, je leur ai dit écoutez, ça sert à rien de faire du camping nautique alors que la base elle est ouverte, il y a personne dedans, quoi. Et après on faisait du vaurien, une semaine de vaurien. Et du coup cette première expérience quoi, t'as une révélation, Oui, ça me plaît. Ouais. Déjà, ça me plaît de barrer, de régler les voiles. Il y a de la tension, il y a du travail. Ça avance pas tout seul, quoi. Donc ça me plaît. Il y a un parallèle avec l'univers des sports mécaniques d'où t'étais issu ou pas du tout? Non, pas vraiment. On a des sensations, mais par contre, ça avance pas, quoi. Ça avance pas. C'est ce que j'allais dire. Donc on se dit ouais, on a l'impression d'aller vite, et puis quand on regarde, 6 nœuds, ça fait 10 km/h. Ouais, ça avance pas, ce truc-là. Ouais. Et après, t'arrives avec ton fauteuil, mais les bateaux, ils sont pas du tout aménagés pour toi, quoi. Donc comment tu fais comment tu t'organises? Alors, je me balade sur les fesses. Ouais. Voilà. Avec les bras, quoi. Avec les bras. Et après, je connais une association, je sais plus comment j'ai connu, qui s'appelait Navisport, qui avait un bateau adapté, qui était basé à Ouistreham, qui s'appelait le Fidrac, que j'appelle le Goldorak. Donc un bateau en aluminium, un plan d'un architecte nantais là. Ouais, je me rappelle plus, Guy Savard ou un truc comme ça. Et on pouvait rentrer en fauteuil c'était un biquille et bisafran. On pouvait rentrer en fauteuil. Il y avait un accès par l'arrière, voilà. comme une petite passerelle. Après, fallait quitter le fauteuil, mais et il y avait un ascenseur pour descendre. Et donc j'ai beaucoup navigué sur ce bateau-là. Avec quelqu'un qui m'a énormément appris, qui était un petit vieux qui est décédé malheureusement, qui s'appelait Étienne Domange, et qui m'a appris tout ce qu'il fallait pas faire surtout, et qui m'a appris aussi ce qu'il fallait faire. Et j'ai beaucoup navigué en Manche. Donc en Manche, on a les courants, on a le manque de visibilité, on a le froid, on a de temps en temps la pluie. De temps en temps. Donc ça, c'est quand même une très très bonne école. Et donc j'ai navigué beaucoup sur ce bateau-là. Après, je suis devenu chef de bord de ce bateau-là, donc j'ai rencontré d'autres gens. C'est un bateau des Glénans. Non, pas du tout. Non, Pas du c'est autre tout. chose. Ouais. Glénan, j'ai fait qu'un seul stage. Mais par contre, les Glénans étaient en rapport avec l'association qui s'appelait Navisport, et on allait travailler sur des compas sonores pour les aveugles. D'accord. On essayait de faire naviguer un peu tout le monde, quoi. C'était pas toujours simple, mais on essayait de faire naviguer des sourds muets. C'est comme ça qu'une sourde m'a dit un jour que j'avais un cheveu sur la langue, parce qu'elle lisait à travers les lèvres, quoi. Voilà, quoi. Ah ouais. Donc j'ai pris beaucoup de plaisir à faire ça. Il y a un peu de compète ou pas du tout? Il y a pas du tout. C'est pas ça te. Il y a la mer. Parce que dans l'univers des sports mécaniques, tu faisais du sport. Oui. Il fallait être premier au virage, freiner le plus tard possible et finir dehors. Là, c'est un loisir, quoi. Non, là c'est une découverte de la mer, vraiment. Moi qui suis parisien, j'allais très peu souvent à la mer. J'étais plutôt à la campagne avec mes parents, donc et là je découvre la mer et je trouve qu'il n'y a pas une vague qui se ressemble. Il n'y a pas un lever de coucher, un lever ou un coucher de soleil identique. Je trouve que c'est un univers incroyable, voilà quoi. Et de voir la Terre vue de la mer quand on arrive quelque part, quand on fait un atterrage et tout, je trouve ça fantastique, quoi, voilà quoi. Donc je tombe amoureux de la mer, quoi, vraiment. Et donc du coup, je commence à faire avec des amis. En bénévole à l'époque, on n'était pas dans tous ces trucs qu'on a maintenant. Donc des convoyages. Tu vois, en Angleterre, voilà, en Manche, à Arcachon, même jusque à Toulouse. Donc voilà, j'aimais bien cet univers, quoi. Vraiment, l'univers me plaisait. Et ton handicap ne te freine jamais, quoi. Parce que c'est pas évident. Quand on est en fauteuil roulant, monter sur un bateau, se déplacer dessus. T'en fais pas abstraction, mais en tout cas c'est. À l'époque ça me freinait pas. Maintenant peut-être que si, mais à l'époque ça me freinait pas. T'as 20 ans, t'es en pleine forme. Voilà, j'avais de l'énergie et puis j'avais une envie de me prouver des choses, quoi. C'est ça qui était important aussi, quoi. Donc et mon ami continue lui à faire son bateau. Ça avance dans ce temps-là. Je pense qu'il avance. Ouais, j'allais le voir régulièrement. Hein. Il finit par le faire et on part. Donc je crois que c'était en 86. Ça. En plein mois de février, on part avec son bateau, on rate les Baléares,
On n'avait rien pour naviguer, hein, et le compas, en fait, comme c'était un bateau en acier, il était pas vraiment exact, il était pas compensé, et on s'aperçoit qu'on a laissé les balais derrière nous, donc on fait demi-tour, on retourne à Mahon, et on continue, et après on part sur l'Espagne, on s'arrête à Altea. Quand on arrive, il y a tous les bateaux de pêche, c'était un port de pêche à l'époque, il y a tous les bateaux de pêche qui sortaient, et lui, il est tombé amoureux d'Altea, et après, on a continué. Moi, j'avais mon boulot dans une société de messagerie, justement. Donc je faisais des allers-retours, et après j'ai récupéré aux Canaries, on a fait l'Afrique, la Casamance, le Cap-Vert, on était allé au Brésil ensemble. Et au Brésil, là j'ai laissé là, lui il a ramené le bateau tout seul jusqu'à Altea, il a trouvé une femme, il s'est marié, il habite toujours là-bas, quoi. D'accord, ok. Donc ça c'était ta première grande expérience du large en fait. Ah oui, c'était ma première expérience du large, et des fois ça peut paraître long, surtout qu'on n'avait pas d'eau. Donc on avait que du whisky. Le whisky, ça désaltère pas vraiment. Et il avait cassé son moteur aux Canaries, donc on avait acheté un neuf, mais il avait pas d'argent pour acheter de l'huile, donc on n'a pas fait la révision, donc on n'avait pas de moteur. Et donc on s'est retrouvé dans le poteau noir pendant 8 jours, au gré des vents, des courants. Puis c'était un bateau en acier, donc tu peux pas y aller forcément facilement, quoi. Même si lui disait qu'il était très bien son bateau. Depuis, il en a vu plein d'autres, mais donc voilà, quoi. Et c'était une super expérience, vraiment super expérience. Et à quel moment tu l'as parce qu'il y a toujours pas de compétition, quoi. À quel moment Alors, tu sais que tu vas faire des alors la compétition, elle est venue une première fois par justement l'association Navisport avec Bernard Decré. Ouais. Qui va voir Navisport et qui dit j'aimerais bien, à l'époque, le créateur du Tour de France à la voile. Et qui va voir justement en disant vous êtes une association de personnes de handicapés qui naviguent, moi je cherche à mettre des personnes handicapées sur les bateaux. Du Tour. Alors, du Tour ouais, c'était des sélections à l'époque. Donc on me propose ça, je dis oui, ok, pas de problème, je veux bien essayer, hein. Et je vais donc je me retrouve, je crois que c'était à Dunkerque, sur les premières étapes du Tour de France à la voile avec Christian Dumas comme skipper, et l'autre c'était Stéphane, je me rappelle plus de son nom. Voilà, et c'est comme ça que là je me dis alors à l'époque c'était plus facile parce qu'il y avait un piano il y avait 2 descentes, donc on pouvait se caler, et puis si on se trompait pas de bout, on cassait pas tout. C'était des bateaux assez solides, hein, les sélections, c'était pas mal, hein. En apprentissage, c'était des bons bateaux. Voilà, et puis donc j'ai fait deux années comme ça, j'ai pas fait toutes les étapes, bien sûr. Et la compète, tu retrouves le plaisir que t'avais en moto ouais, c'est différent, faut pas rechercher Non mais l'ambiance compétition, quoi. Oui, l'ambiance compétition est intéressante, essayer de voir comment tu te mets sur un départ, voir comment est le plan d'eau, au début tu comprends rien, quoi, comme soyons clairs, hein. C'est assez rébarbatif, hein. C'est pour ça que c'est pas très grand public, hein, la voile, hein. Les gens ils comprennent pas pourquoi ça part pas tout droit, pourquoi la ligne elle est fictive, pourquoi ils mettent pas un ruban, c'est normal, hein. Les gens qui sont pas des marins, après c'est le côté aventure humaine qui plaît aux gens, mais le côté régate, il y a très peu de gens, hein. Donc là, toi, ça te plaît, mais c'est pas une révélation, quoi. Non, c'est pas une euphorie complète, hein, voilà. Et puis un jour, je rencontre un mec au salon nautique, à l'époque c'était au CNIT. CNIT de la Défense. À la Défense, qui s'appelle Jack Vio, qui faisait aussi partie de cette association Navisport, qui dit, tu voudrais pas faire la mini? Je dis, mais la mini, je sais même pas ce que c'est. Donc, ah oui, mais tiens, viens voir, il y a la remise des prix de la mini. Donc, ils avaient squatté, évidemment, un stand. Elle était organisée à l'époque par Jean-Luc Garnier, 86, enfin 85. Donc, ils avaient squatté un stand qui avait pas été loué pour faire leur remise des prix, avec des fanfarons qui sautaient partout, qui machin mieux. Ouais, je dis je dis ouais, si tu veux, mais sachant que les contacts salon, en général, une fois que les portes du salon sont fermées, les contacts se ferment aussi, quoi. Donc, j'étais pas spécialement inquiet. Et par contre, il m'a relancé. Et donc, il m'a fait naviguer sur son bateau, qui s'appelait les Haki, qui était un surprise coupé. Et on a décidé de faire la mini en double en 87. Le règlement stipulait qu'il fallait la faire ou en proto, en solitaire, ou en double, ou en bateau de série, ou en pré-série. Donc on s'est dit, on va faire un bateau de pré-série, on va prendre un moule de proto dans lequel on peut faire éventuellement 10 bateaux. Ça existait déjà, hein, ça. Ouais. Fallait pas qu'ils soient faits, il fallait que tu puisses les faire. D'accord. Et donc on a vu les architectes, j'ai jamais su vraiment qui étaient les architectes parce qu'ils se prenaient la tête entre eux. Et donc on a fait 2 bateaux à peu près identiques qui s'appellent des grains de poussière. Et
Mais là, pardon, je te coupe, hein, mais tu vas sur un coup de tête parce que c'est un autre engagement quand même entre. Ouais, j'y vais sur un coup de tête, tout à fait. J'y vais sur un coup de tête. L'aventure, quoi. Et là, déjà, ma vie commence à basculer, quoi. Entre guillemets. C'est-à-dire que mon business, je vais l'abandonner. Voilà, quoi. Donc, ça part. Pour la mini. Ouais, pour le bateau. Ouais. Ouais. Ça part dans un autre sens parce que ça demande un engagement quand même assez important. Et donc moi je travaillais quand même encore, donc on avait acheté un bateau à une société qui s'appelait Provence Solaire Industrie, et avec moi j'avais pas le temps de bricoler dessus, puis je connaissais pas assez, donc j'avais pris un bateau barre en main. Je le vois arriver à La Rochelle, je dis t'es gentil mais elle est où la barre? Il y a même pas de barre. Donc on l'amène en catastrophe au Sable d'Olonne parce que je connaissais le directeur des Sables d'Olonne, Jacques Archambault, qui nous avait accueillis un mois de février justement sur les Acquis, là, le mini de mon copain, et on lui demande, il venait de construire un hangar pour faire la zone technique. Je dis mais le hangar il est pas fini, mais justement comme il est pas fini, vous pouvez le prendre. Et pendant 3 semaines on a refait tout le bateau parce que j'avais demandé à un expert maritime d'expertiser le bateau, et tel qu'il était on pouvait pas courir avec. Ah oui. Donc c'est pendant 3 semaines on a refait tout le bateau, il y a toutes les strates, les machins, les bidons, on dormait dans le hangar. C'est comme ça que j'ai connu Loïc Madeline qui faisait son premier stage chez Ouest France et qui venait voir ce que c'était. Madeline qui a longtemps été rédacteur en chef de Voile Magazine puis de Voiles et Voiliers. Voilà, exactement. Et là on est combien de temps avant le départ de la mini? Là on est aux 6 mois avant. 6 mois avant. À l'époque, il n'y avait pas de parcours de qualification vraiment défini. Nous, notre qualification, elle a été faite entre les Sables d'Olonne et Concarneau. Voilà. Simple. Un peu simpliste. Ouais. Un peu trop d'ailleurs. Donc, on prend le départ. Et vous avez trouvé des sponsors? Vous avez toute cette partie-là, vous avez financé? Moi, j'avais trouvé des sponsors. Je savais que c'était plus facile que pour mon copain, qui était un peu autiste. Donc, moi, j'ai réussi à trouver un sponsor qui s'appelait la Compagnie Européenne de Réassurance. Donc c'est de l'assurance. Et le mec, c'était un ancien parachutiste qui avait sauté sur Dien Bien Phu, qui avait une patte un peu fragile. Donc quand je suis arrivé dans son bureau, il dit voilà, enfin un mec qui a des vrais problèmes de déplacement. Donc voilà, c'est parti comme ça. Et puis après, j'ai rencontré Yves Gonner, qui était le PDG de Fleury-Michon. Et c'est la grande époque de Filou, hein. Ouais, c'est les années 80, c'est la grande époque de Filou. J'ai réussi, grâce à un journaliste de Ouest France qui s'appelait Daniel Mornay, à déjeuner avec lui. Et je vais poser juste une question. Vous avez 2 personnes qui postulent pour un poste de directeur commercial. Ils ont tous les prérequis, tous les machins bidules. Il y en a un qui est valide et l'autre qui est en fauteuil roulant. Lequel vous prenez? Et là, il me regarde. Ouais. Vous voulez combien? Et donc on a monté un projet avec qui s'appelait Différence, donc vendre des différences. Après c'était compliqué entre les sponsors parce que c'est un peu des fois celui qui tient la couverture le plus à lui. Donc c'était sur la place de l'entreprise, notamment vendéenne, qui est aussi assez patriarcale, paternaliste et compagnie, sur l'insertion des personnes handicapées. Parce que moi je leur disais c'est bien de mettre de l'argent. Mais en fait, si c'est pour coller des timbres, ça vaut pas le coup. Donc, il vaut mieux les former. Donc, une partie de l'argent, faut le faire à la formation, et puis après, leur trouver des débouchés. Quoi, voilà. C'est ça mon idée. Et personne se pose la question d'envoyer quelqu'un qui est paraplégique sur l'Atlantique en course, quoi. Ça m'est arrivé plus tard, ça. D'accord. Ça m'est arrivé plus tard quand j'ai refait la mini en 91, où je connaissais Pascal Bru là qui connaissait bien toute la bourgeoisie parisienne et compagnie, et qui a soumis un dossier à LVMH. Le numéro 2 de LVMH trouvait ça génial, et Bernard Arnault a dit non, je veux pas. C'était pas une question d'argent parce qu'au départ il trouvait ça raisonnable, quoi. Il dit mais il disait qu'en termes de communication ça pouvait lui nuire si jamais je disparaissais. On pouvait les journalistes seraient allés le voir en disant mais vous avez mis un infirme sur l'Atlantique. Ouais. Et c'est pour ça qu'il a refusé. Voilà. Incroyable. Bon, allez, dans votre cas, sur cette édition 87, il y a pas personne se pose trop la question. Non. Tu fais confiance, t'es là, t'es. Ouais. Donc on part, on est sûr de finir dans les 5 premiers, c'est normal. On voit, je me souviens en 87, on voit Isabelle Autissier, on va un peu plus vite qu'elle au départ, on dit bon, salut, elle la reverra pas. Donc, c'est beau les certitudes. Ouais, c'est beau les certitudes. Et on arrive aux Canaries, on est 12e avec 7 heures de retard sur le premier. Le premier, c'était Gilles. Non, c'était pas Gilles, c'était un coco. Un coco, ouais, avec les Suisses.
Tilt. Okay. Euh, J'ai pas la mémoire. Parce que Gilles a gagné la mini sans gagner d'étape. Gilles Curie, hein. Ouais, Gilles a gagné la mini sans gagner d'étape. Comme quoi on peut la gagner à la régularité. Exactement, c'est une course de régularité. Et donc, la deuxième étape, on se dit, bah, on va atomiser tout le monde, hein. Et en fait, on a surtout atomisé le bateau. Donc, on a eu 4 jours de vent très très fort, d'alizé très fort et de la mer de travers et compagnie. Mon copain était un peu malade pendant 2 jours et demi. Au bout de 2 jours et demi, je me suis dit, bon, bah, écoute, moi, il faut que j'aille me coucher, hein, je suis fatigué, parce qu'on avait même pas emmené de pilote, parce que ça faisait du poids. Et donc, j'ai pour me coucher, il me dit, non, on envoie juste le spi, et après, il va te coucher, on envoie le spi, effectivement, on fait un départ à la bâtée, le mât traverse la coque, Ah oui. et là, on se dit, bon, qu'est-ce qu'on fait, quoi? Il y a un trou dans la coque, quoi. Il y a un trou dans la coque, quoi. Il y a un trou de 30 cm de diamètre, quoi. Donc, ouais. Qu'est-ce qu'on fait, quoi? Là, on s'aperçoit qu'à la place de l'insubmersibilité, c'était les poubelles du chantier. C'est vrai. Ah bah c'était quand même archaïque, hein, les années 80. Donc on se dit, bah, là, ça va être compliqué. À la place des mousses d'un sub, c'était les poubelles du chantier. Ouais. Donc ça. T'avais du tissu de laminage. Donc on se dit, bah ça va être compliqué. Donc ça flotte pas du tout, quoi. Non, ça flotte pas, non. Moi, je le précise quand même. Et donc on s'est posé des questions, et c'est la première fois que Jean-Luc Garnier, l'organisateur, avait mis des balises de détresse Sarsat Cospas sur les bateaux. Et moi je dis à mon copain, écoute, si on doit déclencher, vaut mieux déclencher maintenant, parce qu'on est encore qu'à 250 000 des Canaries, alors que si au milieu de l'Atlantique, ça va être plus compliqué, quoi. Et donc finalement, après réflexion, discussion, parce que pendant ce temps-là on est copains quand même, hein, on décide de déclencher, quoi. Voilà. Donc on s'est fait récupérer par l'Armada Española. Voilà. D'accord. Une première mini, tu finis dans l'hélico. Voilà. Non, en bateau, en recalmador de l'Armada Española. En remorqueur. Ah oui, ok. Ça va pas très très vite. Ok. Donc voilà. Et bon, le bateau était pas assuré, donc voilà, le problème était terminé, quoi. Et puis j'avais mis un peu ça de côté, en fait. Et puis il y a des tu reviens à ta vie parce que t'as largué ta boîte et tu ouais, reviens à une vie normale, quoi. C'était un one shot, quoi. Voilà. Et j'ai des copains à La Rochelle, j'aimais bien ça quand même, hein. J'avais quand même pris goût, hein. Et j'ai des copains à La Rochelle qui me disent, ouais, mais pourquoi tu le fais pas en solitaire, machin, Je veux dire, en solitaire, c'est quand même autre chose, quoi. Jack m'avait appris beaucoup de choses, mais quand j'étais incompétent, il était là, quoi. Tu vois, et j'en étais bien conscient, quoi. Je me suis dit, bon, ok, allez, pourquoi pas, quoi. Ils ont tissé la première, hein, autour de verres d'eau gazéifiés. Certainement gazéifié. Et parce qu'elle finit 3e de la Mini 87, je crois. Ouais. Hein, c'est là où elle bascule, là aussi. En cassant le barre de flèche. Hein. Oui. C'est la jeune ingénieure halieutique basée à La Rochelle. Oui. Et décide un petit peu là aussi de changer de vie, quoi. Ouais, tout à fait. Et donc, je me mets en tête de dire, je vais essayer peut-être de faire. Et donc, après, je trouve un bateau. Moi, je connaissais pas grand chose, hein, quand même, hein. Et puis, de toute façon, je m'y suis pris tard. C'était le mois de mars. Fait rêver les candidats à la Mini aujourd'hui, quoi. Donc, ils décident au mois de mars de l'année de la Mini de prendre le départ. Donc, le seul bateau qui restait, c'était un plan Lucas de 83, sur lequel avait couru Anne Yardet en 85. Et que Philippe Vicario avait racheté et qu'il avait besoin de vendre pour payer son nouveau proto Fino fait chez Thierry Fagnan chez Amco. Donc la crème de la crème, quoi. Voilà, c'était l'artisanat horloger bijoutier. Et donc du coup, je rachète son bateau, voilà, quoi. Juste un petit mot, Anne Yardet a fini cette année. Anne Yardet de 85, elle a fini cette année la Mini Transat. Voilà, exactement. Elle a fait un tour du monde entre-temps. Bien sûr, entre autres. Et donc je me retrouve avec ce bateau-là et donc je ramène à La Rochelle, je le mets en chantier et puis j'essaye de voir comment je vais faire pour l'adapter parce que au départ, je voulais pas l'adapter et puis je me suis très vite aperçu que c'était pas possible, quoi. Donc j'avais un mât, il y avait très peu de mât carbone à l'époque et puis ça coûtait très cher. Moi, j'avais pas un budget énorme, hein. Au départ, j'avais pas de budget du tout d'ailleurs. Donc tu retrouves des sponsors pour cette édition? Je retrouve, oui, je retrouve mon sponsor, la CER, qui a bien voulu replonger, moins cher, mais qui a bien voulu replonger. Ça m'a bien aidé d'ailleurs.
Et bon, fallait que je fasse avec l'argent dont je disposais, quoi, tu vois. Et donc, il y avait à l'époque, il y avait un fabricant qui s'appelait Francema, qui faisait des mains en gouttes d'huile. Donc, je vais voir Hervé Deveau, je lui demande si je coupe la tranche du mât, que je mets un rail Arken, est-ce que ça va quand même garder l'inertie longitudinale? Hervé calcule, ouais, pas de problème, machin, bidule. Du coup, je commence à connaître des gens du nautisme qui travaillent pour la compétition, obligatoirement, quoi. Et puis voilà, c'est parti. J'ai beaucoup travaillé avec Léon Briouette, qui était chez Incidence à l'époque, qui était un mec, une crème, un mec génial, qui est venu naviguer avec le bateau, qui me dit fais ça comme ça. Donc j'ai aménagé mon bateau progressivement. À l'époque, ce bateau-là avait une quille IOR. Je connaissais très bien Pierre Roland, qui était architecte. J'ai connu à ses débuts. Donc je lui ai dit, écoute, redessine-moi une quille. Moi, je veux une quille avec un bulle pour gagner un peu en stabilité. J'ai demandé à Thierry Fagnan de me faire des safrans. Tout ça, c'est les spécialistes du mini. Hein. Enfin, Pierre Roland, c'est le futur architecte des Pogo 1 et de plusieurs protos. Exactement. Donc voilà. Et puis, du coup, tu rentres dans le milieu, quoi. Voilà, quoi. Et puis après, j'ai commencé à naviguer en double et en solitaire. Et je me suis dit ça va le faire. Il faut que ça le fasse. J'ai pas le choix. Et tu vis à Paris et tu viens à La Rochelle ou tu t'es basé à La Rochelle? Non, je vis à Paris. Tu vis à Paris toujours. Ah ouais, tu fais les allers-retours, quoi. Oui, je dormais chez Isa. J'allais beaucoup aussi en Bretagne. Je dormais chez Geneviève Delany. Voilà, et je faisais pas mal d'allers-retours en voiture. Donc et puis voilà. Et t'as quelques courses en solitaire pour tester un peu la Transgascogne. Transgascogne Que j'ai fait en solitaire. À l'époque, il y avait pas beaucoup de courses en solitaire. Hein. Et puis j'ai navigué un peu en solitaire. Et après, j'ai fait le convoyage entre La Rochelle et Douarnenez. Oui. Alors j'avais fait parce que j'ai dit une bêtise, ça c'était en 89 et ça c'était mal passé, j'ai fini à l'hôpital et donc du coup j'ai fait 4 ans en 90 je crois, il y avait le premier Valais d'Assorvan. Mais en 89 il y a la mini, tu l'as fait pas? Non, je la fais pas. Faut que tu racontes un petit peu parce que du coup pourquoi tu la fais pas? En 89 je pars de La Rochelle pour rejoindre Concarneau le voyage. Et là je tombe malade. Je fais une rhabdiomolie, c'est-à-dire que je me déshydrate complètement. Donc, juste sur le convoyage, quoi. Ouais, juste sur le convoyage. Je suis complètement perdu. Je finis au Glénan. Après, je vais à Ouessant. Après, j'arrive quand même à Concarneau. Je dis à Jean-Luc Garnier, j'arrive pas à sortir du bateau. Donc Jean-Luc, Pierre Roland, Fouine, celui qu'on appelait Fouine Henri Gouge, me sortent du bateau en me disant, donne-moi un lit. Et là, j'ai fini. Je me repose et je repars, et en fait, non. J'ai fini 3 mois à l'hôpital, quoi. Ah oui, quand même. Donc, j'ai pas couru, c'est la Mini 89. La première sortie que j'ai faite, c'était pour la remise des prix Océan Nautique. Et c'est juste la mauvaise gestion, entre guillemets, du convoyage. Non, t'étais malade avant? Non, j'étais pas malade avant. J'étais fatigué. Ouais. Voilà. J'avais accumulé pas mal de déficits de sommeil, de fatigue, de problèmes à essayer de résoudre. Parce que la préparation, c'est énorme, sur une course. C'est ce que je dis toujours aux coureurs maintenant, c'est la préparation, c'est 60%. Hein. Le talent, c'est 10%, hein, c'est tout. Hein. Avis à ceux qui veulent faire juste avec le talent. Et du coup, à l'issue de après cet échec de 89, ça te guérit pas de... Je me dis qu'il faut que je le fasse. Ouais. Je me dis qu'il faut que je le fasse. Il y a des barrières qui commencent à se fermer. Un infirme sur l'Atlantique, j'étais pas le seul, hein. Il y avait José Goncalves. Il y avait José Goncalves. Il faut raconter ça un petit peu, qui est un coureur qui est lui aussi paraplégique. Ouais, tout à fait. Et qui avait déjà couru 87 en double aussi. On avait couru 87 en double. Lui était sur un Coco. Et donc, il fait 89? Non, il fait pas 89. Non, je crois qu'il fait pas 89. Il revient en 91. Aussi, il fait 89, mais c'est là où il est sauvé par un cargo, je crois. Hein. Oui, c'est ça, t'as raison. Pour la petite histoire, donc, moi, je voulais pas qu'il y ait de concurrence entre nous, c'est pour ça que lui, il partait en bateau de série, et moi, je voulais partir en proto. Vous voulez pas qu'il y ait un match de paraplégique. Non, ça me faisait chier, quoi. Et donc lui, juste pour la petite histoire très très rapide, hein, il est sauvé par un bateau dans le golfe de Gascogne. Ouais. Un bateau très mystérieux. Apparemment des contrebandiers. Des contrebandiers, donc il va être déposé sur une plage avec un billet pour prendre un taxi et puis démerde-toi, quoi. Et on ne saura jamais ce qui se passait vraiment sur le bateau. Donc voilà, et donc pour reprendre 89, c'est une parenthèse qui s'est mal passée, mais pour tout ça pour dire que en 91, il commençait à y avoir déjà des instances, notamment la fédération, qui commençait à regarder ton dossier, quoi. Des personnes handicapées, je sais plus comment ça, la FFH, c'est ça, la Fédération Française Handisport, qui disait que c'était pas sérieux, que c'était pas ci, pas ça, pas ça. Donc là, moi, j'avais vraiment envie de le reprouver, et je me rappelle qu'au départ, Jean-Luc Garnier, l'organisateur, il me fait pas mentir, hein, arrive de l'autre côté. Je dis, mais écoute, je te dois ça.
Et donc je suis arrivé de l'autre côté. Et alors, mais du coup, parce que là, tu viens de passer 2 années très rapides, mais du coup, t'as retrouvé, c'est le même bateau, t'as retrouvé un sponsor, parce qu'il faut quand même. J'avais le bateau que j'avais acheté en 89, donc j'avais gardé le même bateau. Et après, j'ai modifié encore davantage pour mieux me préparer. Avant, par exemple, j'avais pas d'enrouleur. Donc, donc il fallait aller sur la plage avant, changer les voiles. Enfin, c'était compliqué, quoi. Et tu perdais beaucoup d'énergie, beaucoup de fatigue. Et ça a été mon problème même sur la course. C'est d'avoir du mal à aller à l'intérieur du bateau pour se reposer. Parce que pour remonter, c'était quand même le combat, quoi. Et pour sortir, passer par la descente, quoi. Et à l'époque, les bateaux étaient ce qu'on appelle flush. Il y avait pas de roof. Donc t'en prenais plein la poire tout le temps. Et les pilotes, ils arrêtaient pas de tomber en panne, parce qu'ils étaient noyés sous l'eau, quoi. Alors moi, j'avais anticipé ça sur la deuxième course, parce que la deuxième mini, parce que j'avais pris 3 V1, 5 moteurs, j'ai tous utilisé. J'avais un petit stylo à souder là pour les remettre en marche, mais bon, ça l'a fait. J'ai réussi à terminer, quoi. Et comment elle se déroule cette transat Ma première étape très compliquée, soyons clairs. Alors déjà, on perd 2 personnes. Marie-Agnès, on savait tous qu'il fallait pas qu'elle prenne le départ. Qui donne son nom au trophée Marie-Agnès. Voilà, moi je demande maintenant aux coureurs, est-ce que tu sais ce que ça veut dire le MAP? Ouais. Et il y en a peut-être 1 sur 10. Ouais. Je trouve ça dommage qu'il n'y ait pas de devoir d'histoire, quoi, tu vois. Et Marie-Agnès, on est tous responsables. Aussi bien, je vais pas citer de nom, mais j'en fais partie. On savait que c'était une très bonne montagnarde, mais que la mer pour elle c'était une lutte. C'est une lutte pour tout le monde, mais elle y prenait aucun plaisir. Et donc on n'aurait jamais dû la laisser partir. Donc là, elle était partie, elle avait trouvé un gros sponsor avec une marque de supermarché, donc elle avait fait un plan béret tout neuf avec un safran pendulaire, machin bidule. Ouais, super. Mais évidemment, elle se fait rentrer dedans au départ. C'était un départ de la Douarnenez. Elle rentre au port, elle rate la marée, et là après, on la retrouve pas, quoi. On savait qu'il y avait une fenêtre très courte pour traverser le golfe, donc il fallait qu'on se speed. Traîner, quoi. Il fallait pas traîner, quoi. Et donc voilà, quoi. Donc et la deuxième personne dont personne ne parle jamais, c'est Philippe Grabert, qui lui, parce qu'on a pris un bon coup de vent. Moi, j'ai pris au niveau du sud du Portugal, la plus grosse baston, où je me suis posé la question de faire demi-tour vers Portimao. De toute façon, j'avais pas mon fauteuil roulant, alors je me suis dit qu'est-ce que je vais faire là-bas. Le fauteuil, c'est du poids. Ouais. Et donc du coup, j'ai continué. Et Philippe Grabert a disparu après ce coup de vent. Manifestement, on se déshabille, on est trempé, et la mer reste encore là, et on est déséquilibré par une vague, et le bateau a fini tout seul à Fuerteventura, quoi. Voilà, quoi. Donc c'était quand même, on a pris du mauvais temps au large du Portugal. Je pense que tout le monde s'en souvient. Moi, j'ai eu une vacation avec Éric Cochet, qui est devenu gréeur après, qu'on appelle Cocoche. Ouais. Il y avait son fils qui courait la mine. Ouais, et lui, il a fait exactement, c'est ce que je voulais dire. Il y a Maël Cochet qui a couru cette année, et lui-même l'avait recouru quelques années avant. Ouais, en bateau de série. Et moi, j'étais là, j'ai la VHF. Il me dit ça va, Denis. Je dis non, j'en ai marre. Je suis me faire rincer, j'arrive pas à descendre, j'arrive pas à dormir, j'arrive pas à manger. Je dis on fait comme moi. Tu prends un bouquin, tu vas au fond du bateau et tu te sors le nez toutes les 20 minutes, ça va le faire. Bon, c'était plus compliqué pour moi, mais bon, ça l'a fait, quoi. Donc, du coup, je suis arrivé aux Canaries, tant bien que mal. À l'époque, l'escale était à Tenerife. Donc voilà. Et après, rien qui ne suffise à te décourager de faire la deuxième étape, quoi. Non, parce que j'étais parti là-dedans. En plus, comme il y avait eu deux disparus, Jean-Luc m'a bazardé au journal de France 2 direct. Donc toi, tu sauras leur dire que c'est pas si dangereux que ça. Donc on se retrouve en direct devant les journalistes. Ouais, la mer c'est dangereux parce qu'en fait, la presse parle très peu de mini, sauf dans la rubrique nécrologique. Ça, ils aiment bien, quoi. Et donc bon, il a fallu que je défende quand même le truc. Donc de toute façon, je savais que je pouvais pas ne pas repartir, quoi. Voilà. Et du coup, je me suis pas bien préparé sur la deuxième étape. Peut-être trop content d'avoir été trop fier d'avoir fait la première. Et j'ai eu beaucoup de casses sur la deuxième étape qui sont dues à mon manque de préparation, quoi. Voilà, quoi. Donc j'ai cassé une ferrure de safran, donc j'ai fait pas mal 850 000 sur un safran. J'ai pété la baume. Enfin, j'ai eu pas mal de galères, voilà, quoi. Mais je suis arrivé. Mais t'arrives, j'ai noté ça, t'arrives 29e, c'est ça, je crois. 29e au général. Ouais, c'est pas si mal. Non, et surtout devant Michel Desjoyaux, voilà. C'est ça. Alors, la petite histoire, c'est que je mérite pas ça. En fait, il y avait ce qu'on appelait la bande des corognards. Donc, il y a des bateaux qui avaient des problèmes, qui se sont arrêtés à la Corogne.
Et il y avait tellement de beau temps qu'ils n'ont jamais pu ressortir de la Corogne pendant 8 jours. Ils sont restés bloqués 8 jours à la Corogne. À cause du mauvais temps? À cause du mauvais temps. Ah oui. Ils pouvaient pas ressortir. C'était ouest, nord-ouest, ouest, nord-ouest, ouest, nord-ouest, ouest, nord-ouest. On n'avait pas les prévisions météo qu'on a maintenant. Non, bien sûr. Donc bon, voilà quoi. Donc effectivement, au classement général, j'ai fini devant Michel. Oui, parce que lui, du coup, il gagne quand même la deuxième étape. Il gagne la deuxième étape. Mais ça suffit pas à compenser le. Et le grand vainqueur, c'est Gilles Curie. C'est Gilles Curie qui gagne. Non, il gagne en 87, non? Oui, non, je confonds. Ouais, en 80, c'est Damien Grimond. C'est Damien Grimond qui s'est tiré la bourre longtemps avec Patrice Carpentier. Voilà. Et aussi avec on l'appelait Naf Naf. De Douarnenez. Ah, ça va en revenir. Gwen Chapalin? Non, c'est pas l'autre. C'est son acolyte. Ouais. On va trouver. Loïc Blanquen. Loïc Blanquen, voilà, c'est ça. Celui qui est broker de voilier. Gwen, lui, il est organisateur d'événements. Petit symbole quand même. Tout le monde sort. Toute la flotte sort à ta rencontre. Ça, c'est l'arrivée en Martinique. Ouais. Ça, c'est un des très, très grands souvenirs, hein. Moi, j'étais fatigué, j'avais de la fièvre, j'avais mes plaies qui se rouvraient, enfin bon. Moi, je voulais déclencher ma balise au diamant, tu vois. Donc. Et là, Jean-Luc vient me chercher en catamaran, là. Il dit, mais arrête, Denis, j'avais plus qu'un seul safran, donc pour faire du pré dans la baie de Fort-de-France, je savais que ça allait être compliqué. Je dis, mais non, j'en ai marre, là, j'ai prouvé que je pouvais traverser l'Atlantique, j'ai pas besoin, je cherche pas autre chose, quoi. Et donc, ils m'ont aidé, et quand j'arrive juste aux Trois-Îlets, là, je vois tous les minis qui sortent du fond du yacht club de la Martinique, là. Je me dis, ils sont tarés, ils viennent d'arriver, ils reprennent déjà la mer et tout. Et en fait, ils venaient pour m'accueillir, et ça, c'est quand même un très, très, très grand souvenir de ma vie de marin, quoi. Ça, c'est clair. Ça te guérit? Tu l'as fait une fois? Dis bon, bah, c'est bon, là, j'en ai trop, c'était trop dur, Non, ça m'a pas guéri parce que j'étais plutôt dans l'euphorie, de montrer que je pouvais le faire. Il y en a beaucoup de promesses aux arrivées de mini. Comment? On fait beaucoup de promesses. Oui. Donc, du coup, j'ai pas mal discuté avec, ça va me revenir. J'ai un trou, un mec qui a gagné deux tours du monde, à Hondelone et un Vendée Globe. Christophe Auguin, voilà. Donc on était devenus assez proches avec Christophe, et Christophe m'avait proposé de prendre un 50 pieds et de m'entraîner pour faire un tour du monde. Et dans un premier temps, j'ai dit bah ouais, pourquoi pas, machin, bidule. Et ma copine de l'époque était pas tout à fait d'accord. Je crois qu'elle avait raison en plus, hein, donc bon, du coup j'ai arrêté, quoi, voilà. T'arrivais quand même à te projeter sur un. Bah après, tu t'es projeté un moment sur un tour du monde, quoi. Ouais, mais bon, ça a duré 2-3 mois, pas plus, hein. Et après, en fait, je me suis retrouvé très vite, parce que Jean-Luc avait déjà dit que c'était sa dernière mini. Je me suis retrouvé très vite parachuté dans ce monde de 6,50 m, parce que Jean-Luc avait son dauphin qui s'appelait Dominique Bourgeois. Lui aussi journaliste, et qui devait reprendre... Jean-Luc Garnier était journaliste lui-même. Oui, était journaliste. Et Dominique devait reprendre l'association Voile 650 qui organisait la mini. Il y avait pas la classe mini à l'époque, hein, c'est ce qu'on va expliquer là. Hein. Donc qui organisait la mini transat et qui organisait aussi les coureurs et les jauges et tout. Enfin, tout était fusionné, quoi. Et donc du coup elle était jugée partie. Mais donc ça on verra ça un peu plus tard. Et Dominique me demandait si je voulais faire partie du conseil d'administration. Donc du coup je me suis retrouvé vice-président. Quand on a commencé à éplucher les comptes, Dominique, il a une gestion très petit épicier. Hein, Dominique a pris peur, soyons clairs. Oui. Mais j'adore, hein, Dominique. Mais donc il a démissionné de son poste de président. Donc du coup, moi, en tant que vice-président, je suis devenu président. Et donc on a fait des moratoires par rapport aux créanciers. On a payé tout l'argent qu'on devait. En un an, on a remboursé tout le monde pratiquement. Et donc du coup, après, on a pu relancer la mini en tant qu'organisateur en voile 650 en 93, qu'on n'aurait peut-être pas dû faire d'ailleurs. Et là, tu vas faire 3, c'est ça, hein? Tu fais 93, 95, 97? 80, ouais, exact. 3 de suite. Et alors, ça fait quoi de se mettre dans la peau de l'organisateur? Parce que c'est chaud, quand même. Enfin, alors, on l'a dit, en 91, il y a eu 2 disparitions, il va y en avoir une autre en 93. Globalement, même, le monde de la voile on ne perd plus de marins. Enfin, on peut toujours en perdre. On peut toujours en perdre, mais on en perd beaucoup moins qu'avant, et du coup, déjà, il y a très choqué. Mais à cette époque-là, dans les années 80-90, on en perd plus, quoi. On en perdait plus parce que les marins s'attachaient pas, parce que c'était l'esprit de liberté.
On voit bien avec l'accident de Tabarly. Tabarly, s'il avait été attaché au bateau, il serait resté sur le bateau. Il serait peut-être mort, mais il serait resté sur le bateau, quoi. Donc c'est typiquement l'accident classique. En solitaire, c'est pire parce qu'il y a personne qui peut. Maintenant, on a des balises AIS. Alors bon, sur le solitaire, c'est plus compliqué, mais en double, dès qu'on est en équipage, ça fonctionne bien. Donc voilà, on essaye d'en perdre le moins possible, quoi. Et les concurrents mettent le gilet. Nous, on a eu un discours très très simple avec les concurrents maintenant, c'est dire vous nous envoyez des images, des photos, des minutes qu'on récupère à l'arrivée, évidemment. S'il y a pas de gilet, il y a pas de photos de publier. Voilà. Ah oui. Ah, c'est une règle média, vrai. Quoi, mais qui du coup les incite à mettre le gilet. Ah bah oui, sinon il passe inaperçu. Ah d'accord, je savais pas, c'est pas mal. Ouais, mais je crois que c'est important. Ouais. Moi, j'ai piqué des crises en voyant Andrea Carracci complètement au bout de son bateau, en maillot de bain, tenir les filières. Mais attends, qu'est-ce qu'on montre aux jeunes, quoi. Tout ça pour dire qu'à l'époque, c'est pas ça la culture du début des années 90. La voile, c'était la liberté, donc pas de contraintes, zéro contrainte, alors que bon, ils étaient quand même contraints sur 6,50 m de long. Et donc, quand on est organisateur, c'est un peu chaud, quoi. Oui, c'est très chaud. On sait qu'on va toujours intervenir trop tard. Ça t'inquiète pas, quoi. Si, ça m'inquiète. C'est quand même toujours une angoisse. Après. Mais quand tu prends ce job-là, tu le fais quand même, quoi, pour la cause. Ouais, bon, c'est pas pour la cause, c'est pour le plaisir. C'est parce que t'es un peu poussé par tes petits camarades. On était surtout 3 au départ. Il y avait Dominique Bourgeois, il y avait Philippe Naudin et moi. Donc on a essayé d'organiser ça comme ça. On n'avait pas d'argent du tout. Donc on était avec la ville de Brest. Donc on disait à la ville, écoutez, c'est vous qui allez prendre ça en charge. Donc ils facturaient à la ville. Nous on n'avait pas besoin d'avoir d'argent, quoi. C'était pas pro, quoi. Ça vous faisait pas vivre. Ah bah non, vous êtes tous en bénévole, ça c'est clair. Les 3 premières, on a fait que du bénévolat. Et quel souvenir tu gardes de ces années-là? 93, c'est pas une bonne année. C'est pas une bonne année. Non, c'est pas une bonne année. On perd quand même Pascal Lez. Qui est un coureur de haut niveau, qui était un coureur de haut niveau, qui avait fait beaucoup de Tours de France à la voile, qui était un très bon régatier, qui avait fait aussi du Figaro, qui était un bon figariste. Et je suis pas sûr qu'on aurait pu le sauver. Je pense que quelqu'un qui passe par-dessus bord, on peut pas le sauver. Mais bon, on se pose toujours la question, quoi. Donc c'est toujours, non. Et puis on donne un départ qui théoriquement était bon, qui s'avère complètement foireux au bout de 48 heures. On dit au bateau de rentrer. Moi, je me retrouve avec dans le bureau du préfet maritime sous 20 mètres de béton en lui disant voilà, il fait mauvais temps, le temps s'est dégradé, voilà la prévision qu'on avait, voilà celle qu'on a maintenant. Est-ce que vous avez la même? Il dit oui, on a la même. Il dit vous allez faire comment? Je vais leur dire de revenir. Il dit ça va jamais marcher votre truc. Mais il dit pas ça gentiment, quand il a dit ironiquement. Ouais. Et là, je dis si, vous allez voir, ça va marcher. Et le pire, c'est que ça a marché. À part pour Pascal. Mais sinon, même ceux qui étaient le plus au large, comme Pierre Roland, ils se sont arrêtés à la Corogne. Sauf Thierry Dubois. Sauf Thierry Dubois, voilà, qui est le seul pour qui ça n'a pas marché. Il y a débat là-dessus. Il y a débat là-dessus. Mais bon, c'est un débat interne. Mais qui a donc du coup, moi, tout de suite. On a initialisé une procédure juridique, machin, bidule, parce qu'on retrouvait pas Pascal, c'était compliqué. Et ça, c'est grâce à Henri Bacchini, qui nous a bien soutenus. Et du coup, on a tout de suite envoyé Dominique Bourgeois à Madère pour accueillir Thierry. Et Thierry a tout de suite compris, il avait les mains pourries. Et ouais, je comprends, pas de problème, quoi. Voilà. Ouais. Donc du coup, la première étape est annulée, il y a pas de classement. Et pour les faire repartir, c'était la Croix et la Bannière. Donc ils ne pouvaient repartir qu'en convoyage et qu'en équipage. Oui, pas question qu'ils viennent en solo, quoi. Non. Donc première étape annulée. Donc ils finissent par revenir et vous lancez la deuxième étape et Dubois gagne. Enfin, il n'avait pas gagné la première. Non, mais ça l'a pas s'être arrêté. Ouais, mais quelque part l'histoire était bien faite parce que il était arrivé. Bon, il l'avait pas entendu, donc il était arrivé. Il était plutôt bien placé, même quand il avait pas entendu. Parce qu'on avait déjà des balises sur ce qu'on appelle les trackers maintenant. On avait déjà les trackers sur les bateaux, là, des CLS Argos, qui donnaient pas exactement la position qu'on voulait tout le temps, mais on savait à peu près où étaient les bateaux quand même. Et donc il a gagné sa course et il a très très bien navigué, voilà. Quoi. On va voir que l'édition d'après en 95, il y a à nouveau une disparition, celui du Latinet qui disparaît en Pogouin. La course est jamais remise en cause ou elle est remise en cause à chaque fois? Elle est remise en cause tout le temps. Même quand il n'y a pas de disparition.
elle est remise en cause tout le temps. Il y a toujours des anti-ministres qui trouvent que c'est dangereux, que c'est mauvais pour la voile, que toujours. Mais même au sein de la fédération, il y a pas longtemps, il y a eu des problèmes entre la Mini en mai et la course alors, je sais plus comment ça s'appelle, la course en manche là. Où clairement il y a eu un passage avec le cross, avec Yves Le Blévec et puis et le bureau de la fédération, on dit s'il faut couper une branche pourrie, ça sera vous quoi. Voilà. Est-ce que la branche elle est vraiment pourrie? Moi je leur dis si nous on rencontre des problèmes, je suis conscient qu'on a un certain nombre de problèmes, mais si vous empêchez ces problèmes-là en coupant la branche, ça sera ailleurs que vous allez avoir des problèmes. Faut pas vous leurrer hein. Il y a à l'époque il y a une dangerosité qui effraie les institutions et tu penses que donc, même aujourd'hui encore la Mini continue à avoir une forme de légitimité contestée par les oui, parce institutions. que il y a pas mal de concurrents qui appellent sur le 16 les crosses ou les MRCC. Donc après ils font des rapports, donc ils ont eu beaucoup d'interventions, ça va au ministère, après ça va et après entre les États, ça ils règlent leur compte comme ça hein. Le MRCC Madrid quand il récupère quelqu'un dans le golfe de Gascogne, il fait bien penser au cross donc au MRCC français que eux ils sont intervenus quoi. Que ça coûtait cher et c'est vrai que ça coûte cher. Ouais. Bon, mais à l'époque dans ce milieu des années 90 quand même, il y a effectivement beaucoup de disparitions. Il y a jamais un moment, t'as jamais eu un coup de fil du style, maintenant vous arrêtez. T'es jamais convoqué à la Fédé où on te dit ça suffit. Ouais, il y a eu des discussions hein, quand même. Alors après, on avait un allié quand même d'importance, c'était Henri Bacchini. Ouais. C'est grâce à lui que la Mini est venue en France. Hein. Il était président de la Ligue de Bretagne. Et c'est lui qui l'a fait. Il sera un vice-président influent à la fédération, voilà, notamment en charge du haut niveau. Pendant 30 ans, je crois. Ouais. Et c'est lui qui l'a soutenu à la Fédé. Hein. Et Henri, quand il est partisan d'un truc, qu'il y croit vraiment, il a quand même une force de persuasion qui est pas négligeable. Et il a toujours soutenu la Mini Transat. Et ça, c'était quand même un atout que la Mini avait, qui était très important, quoi. Un petit moment dans ces années 90 là, donc je crois que c'est 93 hein, où vous allez dissocier la partie classe de la partie organisation de la course, quoi. Vu ce qui s'était passé sur l'organisation de la course avec Dominique et Philippe, on s'est dit là on est jugé parti sur la Transgascogne, sur les Açores en tant que voile 650 et sur la Mini personne peut nous dire quoi que ce soit. Donc il serait temps de différencier l'organisation de course et la gestion de la jauge, règlement et calendrier. On savait que si on faisait rien après la Mini 93, la Mini c'était terminé. Là, les pouvoirs publics, ils ont été clairs. Dujoncois, qui était l'administrateur des affaires maritimes de Brest, là, il nous a dit clairement, il n'y aura plus de Mini. Donc, on s'est dit, pour qu'il y ait une nouvelle Mini, il faut refaire toute la jauge des bateaux. Donc, on a réuni des architectes qui n'ont pas tous répondu, certains qui ont répondu. Et comment on peut gagner en sécurité? Parce qu'il y avait des bateaux qui se mettent à l'envers et qui se redressaient pas. Donc, pour gagner en sécurité, il faut faire du bouche de pont, il faut faire un cockpit d'au moins 500 litres, il faut que les bateaux rentrent dans un cadre. On savait qu'il y avait déjà des projets de Mini avec des quilles à 2,60 m, enfin bon. Oui. Donc la jauge existait quand même. Il y avait une jauge, mais elle était très elle était beaucoup plus open. Donc nous on a rentré les bateaux dans des cadres entre bateaux de série et prototypes. Et donc on a fait tout ça à La Rochelle, au musée maritime, tout le CA. Et moi je me rappelle, on a passé un week-end là-bas en disant on sortira pas tant qu'on n'a pas fait les jauges, quoi. Enfermé pour écrire une jauge. Ouais, alors avant, on avait vu les architectes qui nous avaient fait, on peut faire ça comme ça, on peut faire ça comme ça. Il y en a qui étaient pour des bateaux étroits, d'autres pour des bateaux très larges. Donc il y avait tout et rien, quoi. Donc il fallait par contre que nous on prenne une décision. C'est un moment assez fondamental en fait dans l'évolution de la classe. C'est le moment de la création de la classe Mini qui perdure toujours, quoi. Et finalement, qui a fêté ses 30 ans cette année du coup. Et finalement, je pense que le travail qui a été effectué, on s'est bien pris la tête, hein. Le travail qui a été effectué. Était quand même relativement correct, parce que maintenant on travaille, les modifications elles sont plutôt à la marge, mais elles sont pas fondamentalement différentes que ce qu'il y avait déjà en 94. Hein. Donc ça c'est 93, donc tu t'organises les 3 Mini 93, 95, 97. Pourquoi t'arrêtes au bout de 3 éditions? Usé, cramé? Non, il y a aussi des raisons personnelles, voilà quoi. Donc je pensais qu'il fallait arrêter, quoi, voilà. Donc là, il va y avoir la Mini 99 qui va être organisée par Nef.
par Notissement Finistère, par Pierre-François Bonneau. Pierre-François Bonneau, pardon, par PF, qui est décédé l'an dernier ou l'année d'avant et qui a écrit longtemps les communiqués sur plein d'éditions. Avec qui j'ai pris beaucoup de plaisir de travailler. Ouais. Voilà. Et puis il y a l'édition 99. Alors, t'es pas impliqué dans l'édition 99, mais elle aussi, elle est assez fondamentale parce qu'il va y avoir énormément d'élitroyage, beaucoup, très peu de concurrents qui vont arriver de l'autre côté. Je crois qu'il y a que je sais plus le nombre parce que flotte, je m'étais un peu voilà, mais bon oui, j'étais au départ la Mini 99 pour faire l'imbécile avec une petite sébille pour un ancien organisateur c'est pas garon. Et voilà, on voyait quand même que la météo allait être chaude. Ça part de Concarneau hein. Ça part de Concarneau et puis ça part déjà d'entrée mal parce que la bouée de dégagement elle se barre. Après ils mettent une bouée spectacle qui est à côté d'un caillou. Albert Bergas il se met sur le caillou. Enfin bon, je me dis mais c'est n'importe quoi. Voilà. Et après bon ça part en vrille. Moi je me suis surtout pas mêlé de ça. Il y en a d'autres qui s'en sont occupés. Et puis voilà, je savais qu'il y avait eu pas mal de balises de déclencher, que c'était un vrai foutoir. En plus c'était la guerre entre Henri Bacchini et le président de la classe de l'époque. Donc bon. C'est compliqué. 38 classés sur 70 partants, 9 élitroyages. Voilà. Donc là, c'est vraiment... Donc ça fait beaucoup. Mais il n'y a pas de disparu. Il n'y a pas de disparu. Mais du coup, c'est quand même le moment où vont être introduites, et c'est une autre étape assez importante. C'est à la suite de la Mini 99 vont être introduites le système de qualif, à la fois en course et à la fois hors course, et qui vont vraiment structurer beaucoup. Oui, il y a ça. D'un seul coup, il faut faire 1000 milles en solitaire sur un parcours en fait, en Atlantique, en Méditerranée. Pierre-François Bonneau, il a failli perdre sa maison sur l'histoire, tu vois, donc c'était compliqué. Il a payé des années après, il a fini. Oui, il a mis il en parlait une d'années à payer, je crois, les dettes. Donc du coup, lui, il a dit j'arrête. Et donc c'est le Grand Pavois qui a récupéré l'organisation. Et donc, pour gagner en sécurité, le Grand Pavois, Alain Pochon, le président du Grand Pavois, a décidé de changer le parcours, de modifier le parcours. Et donc, ils ont pris un parcours qui était peut-être plus facile, en partant plus tôt surtout, et qui allait amener les coureurs la tête en bas, avec le passage du poteau noir et une arrivée à Saveur de Bahia. Voilà, moi je me suis retrouvé là parce que Christophe Vieux m'a appelé en disant voilà, on a récupéré la Mini, est-ce que tu voudrais être notre directeur de course? Je dis ouais, pourquoi pas, voilà quoi. Mais bon. Donc c'est là que tu replonges. Alors 2001, c'est donc il y a changement de parcours, changement d'organisateur, il y a un directeur de course qui vont chercher à l'extérieur du Grand Pavois. Le Grand Pavois c'est d'abord le salon nautique de La Rochelle hein, c'est ça au départ. Puis ils ont une branche qui s'appelle GPO, Grand Pavois Organisation, ils créent GPO Grand Pavois Organisation pour les manifestations nautiques, voilà quoi. Voilà. Et donc c'est là que t'arrives. Pour la petite anecdote, alors du coup moi c'est la Mini que je fais hein. Pour la petite anecdote, ça part le lendemain d'AZF, explosion de Toulouse, il y a plus de météo, hein, puisqu'il n'y a plus aucun serveur de Météo France qui fonctionne. Tout a été pulvérisé. C'est 11 jours après le 11 septembre. Ouais. Autre anecdote. Donc pour les plus jeunes qui nous écoutent, je peux vous dire qu'on révise nos points astro parce qu'on est persuadé que les Américains vont arrêter le GPS. Donc on est dans un contexte assez particulier. Anxiogène. Voilà, exactement. Et puis donc c'est ce que je disais, c'est la première fois où il y a les qualifs, donc il faut avoir fait une bonne partie des courses du circuit, parce qu'il faut avoir fait 1000 milles en course. 1000 milles hors course, et ça quand même, ça structure énormément et ça fait monter le niveau. Moi, je me souviens, je commence, ça va faire rêver les petits jeunes aussi, hein. Je me lance dans ma qualif en avril pour un départ en septembre. Mais quand j'arrive au départ en septembre, j'ai fait 5000 milles. Alors que quand j'ai commencé ma qualif, j'ai fait quasiment 0 milles. Ouais, c'est ça. Ça change beaucoup quand même, d'un seul coup, ça change beaucoup oui, il y a eu des modifications, mais les qualifs sont arrivés parce que ça a été un peu la cata en 99. Donc, il fallait trouver des solutions pour que gagner en sécurité. Gagner en sécurité, c'est aussi que le marin connaisse mieux son matériel, connaisse mieux son bateau, connaisse mieux des conditions météo différentes, et ça en fait partie. Hein, ouais, là, je crois qu'on a fait des belles éditions avec le Grand Pavois. Là, c'était plutôt sympa. C'était long, surtout parce qu'il y avait le poteau noir à traverser. Il fallait pas aller trop dans l'est. Ouais, c'est ça. Mais bon, c'était pas facile, pas facile à juger. Comment t'expliques que t'as été, devenir directeur de course d'une épreuve mini? C'est vraiment un truc particulier, parce que t'as un monopole depuis, quasiment, en matière de mini transat. Ils se disent, bon, il y a que lui qui sait les gérer, il y a que lui qui a l'expérience. Je crois que c'est un truc d'expérience, parce que je me souviens quand je suis arrivé en 99 à Concarneau, Henri est venu me voir pour me demander de participer à une réunion. Il dit, toi, t'as l'expérience de la Mini, on aimerait bien que tu participes à la réunion. À la réunion, j'ai dit, moi, je prendrai pas le départ. Voilà. Je prendrai pas le départ. Bon, après, ils ont donné le départ, donc, ça servait à rien. Mais,
après, on a le droit de se tromper. La météo est une science inexacte, on le sait, tu vois. Donc bon. Et après, justement, j'avais cette expérience d'avoir été organisateur de 3 mini, bénévole. Rappelons-le. Oui, rappelons-le parce que c'était important. On donnait beaucoup de temps. Dominique, Nardine et moi, on donnait beaucoup de temps. On s'appuyait beaucoup sur les instances fédérales aussi. La Fédé nous a toujours bien suivis quand même à ce niveau-là. Grâce à Henri, on travaillait avec Loïc Ponceau, qu'on appelait Pompon. Enfin bon. Et donc je pense que le Grand Pavois cherchait quelqu'un qui connaissait le mini, parce qu'ils connaissaient pas du tout. Eux, ils sont plutôt habitués à vendre des bateaux de 12 à 25 mètres, quoi. Donc, bateau de 6 mètres 50. Pourquoi ils y sont allés? Ça, c'est à Christophe qu'il faudrait poser la question, parce que je pense que c'est plutôt lui, qui a intrigué, je pense qu'il voulait changer un peu des salons et il voulait faire des courses, quoi. Voilà, quoi. Ma question, c'était pourquoi c'est toujours à toi qu'on a fait appel? Parce qu'il faut un spécialiste de ces coureurs-là, de cette flotte-là, et personne d'autre, ils disent, parce qu'il y a une particularité, c'est que tu peux pas parler en direct aux marins. Donc je crois que ça c'est important et que ils se disent que, enfin j'en sais rien, faudrait leur poser la question à eux. Hein. Ils disent que peut-être que je sais comment appréhender avant que ce soit la catastrophe, comment diriger les bateaux accompagnateurs, comment diriger un briefing avec les concurrents, parce que c'est chaud quand même des fois. Hein. Tu peux te faire vite embarquer. Hein. Et de toutes les courses que tu as, alors juste je fais une incise. À l'époque, directeur de course, c'est un titre qu'on te donne comme ça. Il n'y a pas encore la commission, c'est pas encore une commission fédérale qui l'attribue. Il n'y a pas de diplôme entre guillemets. Il n'y a pas de capacité. C'est sur le tas, quoi. Hein. La commission, elle est née en 2006. Voilà, un peu plus tard. Donc 2003, 2001, 2003, 2005, j'étais directeur de course sans avoir besoin de la commission, mais comme d'autres, hein, Ouais, tout à fait, c'est pareil sur toutes les courses. Et en 2006, donc ça devient un titre fédéral, ou en tout cas une habilitation fédérale, liée à l'expérience, au savoir-faire. Il y a plusieurs grades de course. On va pas rentrer à l'époque, il y avait des prérequis. Je dis à l'époque parce que je pense qu'il y en a moins maintenant. Non, ma question c'est du coup tu vas être un directeur de course, mais pas que de mini, tu vas faire d'autres courses. Oui, bien sûr, ouais. Raconte-nous un peu, tu fais quelle autre course? Moi maintenant, en fait, je fais la solo maître coq en Figaro parce que j'aime bien pas faire que du mini. Le mini c'est génial, c'est une passion, c'est un peu mon berceau, hein, soyons clairs, et je loin de moi de vouloir le renier, au contraire, mais d'avoir des coureurs un peu différents qui arrivent d'horizons différents, qui sont plus de la régate pure par rapport à la course au large, et le Figaro j'aime bien, hein, je trouve qu'il y a de la bagarre, il y a des bons marins, classe 40 j'aime beaucoup, j'ai bien aimé, maintenant ça commence à changer un peu, à cause des anciens mini d'ailleurs, parce que c'était des propriétaires armateurs. À l'époque, les bateaux, quand j'ai commencé, les bateaux, ils valaient 300 000 €. Maintenant, ils valent 1 million d'euros. Donc, c'est plus compliqué à l'armateur de dire à sa femme, voilà, j'ai acheté un jouet à 1 million d'euros. Sa femme, elle dit, pourquoi tu m'achètes pas un studio à la Wall à 1 million d'euros, hein, voilà, quoi. Parce que on peut pas faire de croisière avec un classe 40 non plus, quoi. Donc, voilà, on peut plus. T'as connu ça aussi, où c'était déjà, toi, à la limite, quoi. Ouais. Mais c'était pas 1 million d'euros, quoi. Parce que j'aurais pas pu. Non, on était aux alentours des 300 000. Ouais, c'est ça, ouais. Exactement. Donc c'était encore vendable à ta concubine. Exactement. Là maintenant ça devient difficile. Donc du coup on tend vers une classe professionnelle. Après cette classe professionnelle, il y a beaucoup d'anciens de la mini et ils gardent un peu toujours le même esprit entre eux, quoi. Il y a pas vraiment la bagarre. Ils sont concurrents mais pas adversaires, quoi. Et ça c'est ce qui est bien, quoi. Et t'as jamais eu envie justement d'aller sur d'autres courses Ah si, mais il y a tellement d'années maintenant. Pendant un moment, j'étais intéressé par le Vendée Globe, mais après j'ai discuté. J'ai monté un projet pour faire le Vendée Globe parce qu'il y a des gens qui sont venus me voir et que moi j'étais habilité catégorie 1, que j'étais le seul, mais je savais qu'on l'aurait pas. C'était le moment du changement de pouvoir de la présidence du conseil. C'est demandé. Et du conseil général. C'est le dernier truc qu'il allait changer, le nouveau président. Donc je savais et puis c'était pour faire chez De Niro aussi. Mais je savais qu'on l'aurait pas. Donc et maintenant je veux surtout plus parce que on s'aperçoit que c'est tellement verrouillé. Par les communicants, pour le Vendée Globe, par le Conseil général. J'ai discuté avec Jacques Carès, qui était le directeur de course du dernier Vendée Globe. Il avait du mal à prendre une décision sans en référer au président de l'organisation. Moi, c'est pas ma manière de travailler. Et puis, je suis trop vieux maintenant pour accepter ça, quoi. Moi, j'ai travaillé en confiance avec mes organisateurs. Ma porte est toujours ouverte. Hein. Moi, je suis pas dans un bunker. Hein. Je les tiens informés des décisions que je vais prendre. Mais j'ai pas à prendre les conseils d'un mec qui connaît que dalle, quoi.
Alors, quand on regarde ce qui s'est passé sur la dernière Jacques Vabre, avec le pataquès, avec les IMOCA, parce qu'ils n'avaient pas la même couverture médiatique que ceux qui sont partis, mais personne ne voulu. Ils ont voulu mettre des feuilles, ils font 9 mètres de large, plus personne veut d'eux. Bah, c'est à eux c'est eux qui doivent réfléchir sur la classe, sur comment ils ont dérivé là-dedans, quoi. S'ils avaient eu des feuilles beaucoup plus petites, rétractables, comme en mini, les feuilles ne doivent pas faire plus de 3 mètres maximum, eh ben ils pouvaient peut-être les mettre dans un port. Là, Brest n'en a pas voulu, les Sam n'en a pas voulu. Plutôt que d'accuser l'organisateur et la direction de course, c'est eux qui doivent se mettre devant le miroir pour voir comment ils sont. Ça veut dire que quand tu diriges quand t'es directeur de course d'une course mini, tu te sens plus libre que dans d'autres. Figaro aussi. Il y a moins d'enjeux économiques, il y a moins de pression, il y a moins de Figaro pression média, aussi, en classe 40 aussi. Non, je me sens assez libre. J'ai un rapport avec mes organisateurs qui est plutôt assez clair, qui est basé sur la confiance. Après, je fais certainement des erreurs, je ferai certainement des erreurs. L'humain, s'il fait pas d'erreur, il est pas humain. Hein. Moi, je suis pas une intelligence artificielle, hein, voilà. Donc voilà, mais j'essaye de prendre des informations dans mon choix à la décision, d'informer les marins quand même, parce que c'est eux qui font la course, d'informer mon organisateur en disant voilà, on va faire ça. C'est ce qui s'est passé sur la dernière mini avec les waypoints et la décision de partir le lundi. On savait qu'il y avait une fenêtre, que on aurait peut-être pu partir le mardi, c'était mieux. Mais vu que il y avait moins de vent, ceux qui étaient derrière, ils avaient des chances de se faire un Tatino Cap Finistère. Voilà, quoi. Il faut 60 heures paisibles pour tout le monde. C'est dur à voir. Surtout à cette époque-là. Sur toutes les éditions que tu as faites là de 2001 à 2023, il y en a certaines qui ont été plus rudes que d'autres, quoi. Certaines qui ont été plus marquantes. Est-ce que t'as je sais pas, un top 3 ou un palmarès ou 2013, ça m'a pas plu du tout. Voilà, ce que j'allais dire. J'imagine que tout le monde le sait. C'est pas une information. Donc il y a 15 jours de report, hein. C'est le départ de Dordogne, 15 ou 3 semaines, je sais pas. Je crois que c'est 15 jours de report, puis où on s'est pris la tête, mais on s'est pris la tête vraiment tout le temps, tous les jours. On voyait une fenêtre le matin et ça se refermait le soir, tous les jours. Finalement, on a pris une fenêtre qui était pas la bonne, on s'en a aperçu un jour et demi après. On est dit à la flotte, bon stop, on arrête. Ça a été très compliqué. C'est un peu 93 d'ailleurs. Ouais, un peu 93. Sauf que 93, on est reparti du même port, alors que là, il y en avait qui étaient à Sada, d'autres à Riron. Ça a été très compliqué avec les coureurs. Bon. Ils ont été dispatchés sur plusieurs ports. Vous les avez. On a refait une réunion à Sada et on a fait. Parce qu'après, il y avait plus le temps pour s'arrêter à Lanzarote. Donc, ça a été très chaud. Et moi, je me rappelle avoir dit, il y avait Bertrand Delaine qui était là, qui représentait la classe. Si on veut sauver la course, il faut faire une traite, quoi. Donc, on fait un Sada Guada et voilà, basta, quoi. Donc le tout avec pas de téléphone disponible, puisqu'ils avaient tous laissé leur téléphone sur les bateaux accompagnateurs, donc c'était en termes d'orgas c'était compliqué. Ils étaient dispatchés dans plusieurs dans plusieurs ports. Vous les avez tous fait revenir à un seul port. Vous leur avez dit plus d'escale, donc en termes de logistique c'était aussi compliqué à organiser. Ah oui, c'était compliqué. On n'a pas de méthanol, on a machin, il faut de l'éthanol. C'était très compliqué ça. Et sont repartis finalement le 13 novembre, je crois, c'est ça. Je crois, oui. Pour directement. En contournant quand même les Canaries, mais sans parce qu'il y avait une marque de parcours, parce que l'organisateur Dordogne Course avait un engagement avec Lanzarote. Voilà, quoi. Donc il y avait une marque de parcours devant Lanzarote, devant la marina de Lanzarote. Bon. Il y a d'autres éditions comme ça qui t'ont marqué profondément. 2023, c'était une super édition. J'avais rarement eu aussi peu d'abandon, une très très bonne ambiance entre les coureurs. Pas de réclamation, parce que maintenant ça réclame depuis quelques années. À ton époque, ça réclamait pas, ou très peu. Maintenant, ça réclamait au bar. Maintenant, ça réclame assez facilement. Là, tu fais plutôt l'édition 2021 avec le jeune Allemand qui. Oui. Où il se... 2021, c'était pas un bon souvenir non plus. Ouais. Il faut donner quelques éléments quand même. 2021, on donne le départ. On sait que d'après Christian, mais c'est que de la prévision météo, il va y avoir un front qui va passer, mais au nord du Cap Finistère, au nord du golfe de Gascogne, et le vendredi matin, Christian m'appelle en disant là il va pas passer au nord, il va passer au sud. Et qu'est-ce qu'on fait? Et là, t'as 30 minutes pour te décider. Pour passer 30 coups de fil, qui durent maximum 1 minute, et pour dire voilà, on va faire ça, comme ça, et t'as pas le choix, quoi. Et je sais pas si j'ai pris la bonne décision, manifestement non, parce qu'il y a eu 18 réclamations. Il y a quelques coureurs qui m'ont remercié, parce qu'ils n'avaient pas du tout envie d'être dans ce front-là, machin. Et il y en a plein qui ont réclamé, qui me servent plus la main. Tant pis, moi je l'ai fait.
en pensant à plusieurs choses. C'est-à-dire que, en tant que directeur de course, je me dois juridiquement de protéger mon organisateur. Et dans la déclaration de manifestation nautique qu'on reçoit, donc dans l'accusé de réception, il est bien stipulé, ça dans toutes les courses, mini ou pas mini, que si les conditions météo ne sont pas favorables, l'organisateur doit interrompre la manifestation. Donc, si jamais on l'interrompt pas et qu'il y a un problème, le juge, lui, il y connaît rien. Moi, j'ai vu des cas de trucs de bateau à voile avec des juges, ils connaissent rien. Vous avez écrit ça, vous avez fait ça, vous êtes condamné. Ça, c'est direct. Est-ce que ça vaut le coup de perdre sa maison, 3 ans de sa vie, pour des pimpins qui ne diront plus bonjour après? Je suis pas sûr. Voilà. Et j'ai pas envie, j'en ai déjà eu assez des disparus. J'essaie de pas mettre des boulets en plus pour en avoir d'autres, quoi. Voilà, quoi. Ouais, en l'occurrence, du coup, il y a un jeune Allemand qui, enfin, ils sont 2 d'ailleurs, à ne pas faire escale, ouais. Enfin, peut-être à ne pas comprendre les conversations. Mais Melvin, il parle pas français. Ça a beaucoup parlé sur la VHF. Il y en avait qui avaient des casques, qui voulaient pas le dire, et qui, leur jeu, c'était d'entraîner tout le monde, avec eux. Comme ça, ils perdaient pas de place. Et Melvin, au bout d'un moment, avec l'Autrichien, ils se sont dit bon, écoute, on y va. Si ça foire, on s'arrêtera plus bas, quoi. Voilà, quoi. Et puis ça n'a pas foiré, c'est passé. Et il y en avait quand même 5 qui étaient passés largement, qui avaient mis 200 000 aux autres, quoi. Et ceux qui se sont arrêtés pour faire une escale météo, je sais pas ce qu'on appelle par escale météo. C'est pas forcément s'accrocher à un ponton. Hein. T'as une ancre, hein, tu peux te mettre au mouillage dans une baie. T'es pas obligé d'aller au restaurant le soir. T'es pas obligé d'aller à l'hôtel. Et t'es pas obligé de prendre le petit déjeuner. Et de prendre une météo avant de repartir. Pour moi, ça, c'est pas forcément une escale météo. Enfin bref, et donc du coup, il a gagné haut la main la première étape, et une partie des coureurs qui avaient fait escale ont réclamé contre la Après, ce que les coureurs ont reproché, peut-être, c'est que le jury a pas voulu les recevoir un par un, j'en sais rien. Mais bon, c'était une mini merdeuse. Voilà, soyons clairs. Ok. Très bien. C'est pour ça que je suis très content de 2023 qui est passé. Ouais, parce qu'ils ont aussi eu des conditions pas faciles, mais par contre ils étaient prévenus. Et on a joué la transparence 2 jours avant le départ. On leur a dit voilà les schémas sur lesquels on travaille. On leur a expliqué. Peut-être qu'on va mettre un waypoint, peut-être que ça va limiter les options de la course, mais par contre ça vous permettra de choisir après, quoi. Voilà, quoi. Au départ j'avais mis à l'ouest au maximum pour éviter les orques. Puis après il y a les orques maintenant. Ouais. Bah ouais, je me suis dit entre les orques et le mauvais temps, tant pis pour les orques, quoi. C'est chaud. Alors, il y a un coureur qui a vu des orques, hein, mais je pense qu'il y avait tellement de safran parce il y avait tellement de safran qu'il ne savait plus dans quel taper. Et puis il y a Marie Gendron qui elle s'est fait tamponner par les orques. Ouais. Effectivement, parce que il y a une recrudescence des attaques dans tous ces secteurs-là. De Gibraltar jusqu'au milieu du golfe de Gascogne. Oui, ça bouge vite ces petits poissons. Là. C'est pas des poissons d'ailleurs, ce sont des cétacés. Exactement. Tu vas être directeur de course de la Mini 2025 ? J'en sais rien encore. Je sais pas encore. T'as envie ? Peut-être, oui. Peut-être. Est-ce que t'as formé un successeur ou une successeuse ? Annabelle, je suis en train de la former, hein, déjà. Hein. Maintenant, elle a pris des directions de course toute seule. Donc, elle est pour l'instant en catégorie 2. Donc, je pense qu'elle va passer progressivement en catégorie 1. Oui, je pense que c'est elle qui va me succéder, ouais. Très bien. Mais il y aura peut-être des appels d'offres, des gens qui vont se proposer, j'en sais rien. Mais je pense qu'elle a beaucoup d'atouts. Il lui manque encore quelques petits trucs, mais bon, elle va les acquérir très vite. Elle est loin d'être bête. Voilà, mais Annabelle, c'est comme un très long compagnonnage avec la classe mini. S'il y en a une qui connaît bien cette population-là et ce monde-là. Moi, j'ai connu en 2000. Ouais. Moi aussi. Je l'avais embauché sur la Chicoutimi les Sables. Je sais pas si tu te souviens de cette course-là. Si, tout à fait. Une course de débile complet. Avec, ils étaient 5 concurrents, non? 5 ou 6? Non, il était 8. Qu'on pourrait plus refaire maintenant. Voilà. Mais, c'était l'Atlantique Nord en mini. Voilà. Mais dans le sens Chicoutimi, c'est Québec. Ils partaient de Chicoutimi, ils allaient au Saint-Laurent, ils allaient à Halifax, et Halifax, les Sables d'Olonne. Et, tous ceux qui l'ont fait, on garde un très beau souvenir. Mais ils sont pas très nombreux, elle a eu lieu qu'une fois, surtout. Très bien, Denis, écoute, merci beaucoup pour cette saga, et puis pour ces souvenirs partagés, parce que c'est une partie d'histoire commune. C'est un plaisir. Voilà, j'espère que les néo-ministres et les futurs ministres, même les jeunes ministres auront appris des choses.
parce que tu t'es dans le paysage depuis longtemps, mais j'ai quand même appris beaucoup de choses en t'interrogeant, Ah ouais, donc je pense, bah oui, quand ça même. m'étonne parce que toi tu es quand même un observateur Ouais, mais bon, aguerri. Hein. c'est bien de l'entendre de la bouche du cheval, comme on dit. Donc merci, merci pour ce temps, et puis merci à vous si vous nous avez écouté jusque là, et puis à bientôt pour le prochain épisode. Salut Denis, merci. À très bientôt.